2023 prévu d'ici un peu plus de 24 heures désormais du côté de Kansas City dans le Missouri, en tout cas pour les hostilités du premier tour. Vous avez eu le droit au ranking par position avec le top 20 des attaques. C'était lundi soir, le top 20 des défenses mardi également. Et aujourd'hui, on va s'intéresser donc à l'ultime mock draft, les priorités, éventuellement les choix que pourraient faire les différentes équipes à désormais donc une grosse journée du début de cet événement que tout le monde attend. Pour participer à cet événement, alors, je saluerai le chat dans quelques petites secondes. Il me fait l'amitié d'être de nouveau avec moi après avoir participé hier, donc justement au ranking des défenseurs. Nitinia Simon est avec moi. Salut Niti. Salut Greg, salut à tous, comment ça va? Moi, en tout cas, ça va pas trop mal, hein. La fatigue commence à se ressentir et pourtant, on n'a pas commencé les nuits blanches. Il est avec nous parce que voilà, il a balancé un peu de sel à l'écrit, il s'est dit je vais balancer un peu de poivre à l'oral. Alexandre Locke est avec nous. Salut Alex. Salut Greg, salut Niti, salut tout le monde. Et donc, je rappelle, messieurs, j'en profite également pour saluer Camille Saraben qui est à la technique. Salut Camille. Salut à vous. Le principe donc de cette ultime mock draft, comme je le disais depuis le début de la semaine, c'est donc une mock draft avec échange. Donc on va essayer de savoir éventuellement ce qui peut être intéressant. Les équipes qui sont également susceptibles, au-delà de leurs simples besoins, de faire des mouvements, d'agiter un petit peu cette soirée du premier tour de la draft. Et le principe donc de cette mock draft est assez simple. En somme, on a donc 36 pics au total quand c'est chacun réparti. Ça fait 12 pics par personne, à savoir donc les 31 choix du premier tour. On le rappelle, le choix notamment de Miami du premier tour n'existe plus hein, pour des raisons administratives, on dira, punitives, suite à des discussions qui n'étaient pas autorisées. Et puis également donc les 5 équipes qui choisiront surtout le vendredi, donc à l'occasion des deuxième et troisième tours, avec les sélections des Rams, des Dolphins, des Broncos, des Browns et des 49ers. Je vous salue donc sur le chat, vu que Guillaume était déjà là. Guillaume qui promet du champagne, hein, j'ai bien retenu, hein, j'ai fait la capture d'écran, rassure-toi si mon équipe, j'allais dire une de mes équipes, j'en ai qu'une seule en l'occurrence, choisit Bijan Robinson. Donc voilà, je serai un peu partagé du coup jeudi, c'est pas très très bien ça. Donc Guillaume est là, salut à lui. On a également l'Auto 93, Mika NFL, Biska qui est là. Zulganoub également, Grid Hacham, Chabaloutre. Donc bonjour à tous. Très content que vous soyez là. Il y a un peu plus de monde encore que lors des rankings. On a un peu plus de 160. Et donc, on va pouvoir se plonger d'emblée vers cette mock draft avec échange, messieurs. On rentre dans le vif du sujet, l'ultime mock draft. Alors là, on est censé un petit peu avoir une idée globale de qui va sélectionner qui. Et du coup, je vais lancer les hostilités puisque j'ai la lourde tâche de sélectionner pour les Carolina Panthers. Donc, on s'est récupéré ce premier choix via un trade avec les Chicago Bears, effectué il y a moins d'un mois de cela. Et il y a toujours cette interrogation autour de la situation des quarterbacks. Et je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, messieurs, puisqu'avec le premier choix de la draft, les Carolina Panthers sélectionnent CJ Stroud, quarterback d'Ohio State. Alors je sais, on va me dire, mais t'es fou. Stroud descend dans la hiérarchie. J'ai toujours pas vraiment compris pourquoi, parce qu'il y a ce fameux, on va dire, test de QI, test d'habilité, test d'aptitude, on dira, intellectuel pour grossir un petit peu le trait, voilà, qui joue en sa défaveur. On aime bien raconter des histoires pendant la draft. Je ne doute pas éventuellement que CJ Stroud ait perdu des points dans ce processus draft vis-à-vis de certaines franchises. Maintenant, je ne peux m'empêcher de me dire que cet échange des Panthers a eu lieu au lendemain du combine, un combine auquel n'a pas participé Bryce Young et au cours duquel CJ Stroud a énormément rassuré. Donc, je me dis que oui, il y a des zones d'ombre, oui, il y a des éléments qui font que CJ Stroud peut tout simplement être rayé de la liste de certaines franchises, encore une fois, vis-à-vis de certains impondérables, peut-être encore une fois ce test qui peut jouer en sa défaveur. Oui, Bryce Young, intrinsèquement parlant, est peut-être le meilleur quarterback et celui qui peut être le plus intéressant à l'avenir. Mais pour moi, je reste persuadé que les Panthers vont rester fidèles à leurs idées et que c'est CJ Stroud qui atterrira en Caroline. Pardon. Est-ce que l'un de vous veut se mouiller du coup là-dessus? Je crois, Alex, que tu as mis Bryce Young du côté des Panthers sur ta mock écrite. Oui, absolument. En fait, c'est une question de consensus. C'est plus l'impression que Yang
fait davantage consensus. Il a, pour le coup, lui, particulièrement brillé sur le test d'intelligence, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il a fini premier de la promo et avec un score assez élevé. C'est bête à dire, mais je pense que ça peut quand même avoir un impact sur la cote de Stroud. Il y a des rumeurs comme quoi il est pas trop aimé, notamment par les Texans, que les Colts aiment un autre aussi quarterback. Donc en fait, c'est un peu s'il est pas pris premier, j'ai peur qu'il chute. Ouais. Voilà. Donc c'est ça va être de toute façon, c'est le feuilleton principal de la soirée demain, savoir comment va s'articuler le top 4. Mais voilà, moi je serais parti sur Young. Parce que c'est vrai, Niti, juste avoir ton avis également là-dessus, parce que je vois que c'est un choix qui fait quand même réagir sur le chat, à raison, encore une fois, de par ce qu'on entend ces dernières heures et de par la qualité notamment de Bryce Young. On sait que Bryce Young a annulé les autres visites qu'il avait avec des programmes, outre les Panthers et les Texans. Techniquement, une sélection de CJ Stroud à Carolina, ça ne l'empêche pas d'aller à Houston et de ne pas avoir rencontré les franchises suivantes, pardon. Non, mais après, CJ Stroud présente peut-être plus le prototype que cherche Frank Reich, qui est le nouveau coach de Carolina, plutôt que Bryce Young, qui est petit. Effectivement, il y a toujours des rumeurs qui vont dire ah ouais, plutôt Bryce Young puisqu'il est meilleur. Il a fait une meilleure saison 2022 que CJ Stroud, mais CJ Stroud il est meilleur parce qu'il est grand, etc. Ça dépend, effectivement, mais c'est vrai, je suis Alex sur ce coup-là, c'est-à-dire que si Bryce Young est pris en 1, j'ai peur que la cote de Stroud pourrait chuter et que une équipe qui est dans les bas-fonds du premier tour de la draft pourrait monter pour aller le sélectionner. Tout à fait. J'en profite juste également au passage pour remercier Solalzepo, j'espère que j'écorche pas trop le nom, qui a pris notamment un abonnement de niveau 1, son 12e mois consécutif. Donc merci beaucoup à lui, je vais y arriver. Et puis on a également DJ Metcalf également qui a offert un abonnement de niveau 1 à la commune. Je crois que c'est à Malakiton plus précisément. Donc voilà, merci beaucoup à vous pour ces abonnements à la chaîne. Globalement, je regarde un petit peu. Oui, c'est sûr que voilà, Guillaume nous dit la presse US est unanime sur Bryce Young. Encore une fois, voilà, intrinsèquement, c'est globalement celui qui ressort. C'est vrai qu'il y a aussi ce côté un petit peu dualité entre, en effet, Frank Reich qui préfère des quarterbacks assez traditionnels, grands et assez établis d'un point de vue gabarit. Et comme l'avait souligné de mémoire, enfin Jean-Mi en tout cas, parce que j'avais échangé avec lui sur le sujet à l'époque, Scott Fitterer, le general manager, qui vient de Seattle, en effet, une franchise qui a sélectionné par exemple Russell Wilson avec succès et qui peut éventuellement se dire que le modus operandi peut être à peu près le même avec le même succès. On passe au deuxième choix, du coup, après cette sélection de CJ Stroud. Alex, je te rends la parole pour la première des deux sélections des Houston Texans dans ce premier tour. On sait qu'il y a des rumeurs de quarterback, qu'il y a des rumeurs de défenseurs. Quelle direction on prend dans le Texas? Bah écoute, on entame un nouveau cycle, on a l'air enfin de travailler sérieusement, on a la chance que le meilleur quarterback disponible soit et aussi le meilleur quarterback de la QV, donc on part sur Bryce Young, le quarterback d'Alabama. Ça me paraît assez évident de mon côté. Nidi, qu'est-ce que tu en penses? Logique si on prend les deux, quarterback ou défenseur? Logique, c'est le meilleur quarterback de la QV. Ça a toujours été le meilleur quarterback de la QV pour moi, donc pas de discussion, c'est un no-brainer. Tout à fait. Alors, attendez, j'entends du bruit dans mon oreillette, parce que du coup, on va avoir la troisième sélection. Ça marche toujours, cet effet-là, c'est incroyable. La troisième sélection des Arizona Cardinals, que devait gérer Nitinia, hein, soit dit en passant. C'est vrai. Et j'entends que nous avons un trade, messieurs, avec incroyable, et non, les dés ne sont pas bipés, une franchise gérée également par Nitti, puisque les Tennessee Titans montent en troisième choix. J'ai vu que c'était un petit peu annoncé sur le chat. En même temps, c'est dans les grosses rumeurs. Je regarde très rapidement les contreparties, mon cher Nitti. Je vois qu'Arizona donc cède son troisième choix de draft pour récupérer le 11e choix de Tennessee, un deuxième tour de 2023, un premier et un troisième tour de l'année prochaine, ainsi que, et non pas un defensive tackle, Derrick Henry, qui prendrait la direction d'Arizona au cours de ce trade. Du coup, je te redonne la main pour intervenir sur Tennessee, sur ce troisième choix. Pour qui on monte en troisième position? Bah forcément, si on monte au troisième choix, c'est pour sélectionner un quarterback. Alors, il y a Ryan Tannehill qui est toujours sur son contrat.
Ils ont sélectionné l'an dernier Malik Willis, mais apparemment, d'après certaines rumeurs, les dirigeants des Tennessee auraient perdu la foi en Malik Willis, ce que je pourrais comprendre vu les quelques matchs qu'on a vus du joueur drafté issu de Liberty et vu la mauvaise production, on va dire, pour être gentil, qu'il a faite au cours de la saison 2022. Donc, vu que les quarterbacks double menace, ça ne marche pas, donc je vais de nouveau prendre un nouveau quarterback double menace pour ce choix-là. C'est donc Anthony Richardson, le quarterback de Florida. Mike Vrabel va peut-être préférer Will Levis, hein, qui sait, mais moi je prends celui qui est le troisième dans la Big Board, à savoir Anthony Richardson, donc le quarterback de Florida. Alex, on sait que c'est un quarterback qui ne laisse pas indifférent, Tony Richardson. Certains disent que c'est le quarterback avec le plus haut plafond. Est-ce que c'est une troisième sélection? Est-ce que le fait qu'on le sélectionne par exemple au-dessus de Will Levis, ça te paraît assez logique sur le principe? Euh, c'est vraiment purement une question de goût sur ce que tu recherches en tant que quarterback et le fantasme d'avoir une sorte de Lamar Jackson 2.0 avec peut-être un meilleur bras, etc., etc. Maintenant, pour la sélection en tant que telle, j'aurais du mal à comprendre la logique des Titans de monter et puis tout simplement de sélectionner un quarterback parce que dans leur gestion de l'intersaison, la façon dont ils ont fait le ménage, certes, ça fait penser à un changement de cycle et là-dessus, il n'y a pas tellement de débat, mais je trouverais ça bizarre de partir tout de suite sur un quarterback qui, en plus est, reste quand même un projet. Euh, donc moi, je les vois pas tenter ce pari-là. Tannehill a encore une année de contrat et je pense que ça serait peut-être intelligent d'aller jusqu'au bout et d'enchaîner l'année prochaine avec une QV qui sera aussi intéressante. Donc voilà. Après, je comprends la logique de Nitti là-dessus, il y a pas de souci. Mais si c'est un move qui se confirme, ça serait surprenant pour moi. La principale question, en effet, pour te rejoindre, ça va être de savoir si Ran Carton, le nouveau general manager, veut frapper un coup d'entrée ou si en effet il veut construire un petit peu autour de Tannehill dans une année en se disant on va essayer de voir. Alors est-ce qu'on balance un peu des écrans de fumée en se disant peut-être qu'il y a des équipes qui vont surpayer des quarterbacks sur lesquels on n'est pas si chaud que ça, et puis nous ça nous permet justement de récupérer un joueur notamment offensivement qui peut correspondre à nos besoins. Mais en tout cas, oui, la situation de Tennessee sera très intéressante à surveiller et c'est pas non plus totalement farfelu. Alors, c'est sûr que la contrepartie, je vois qu'il y en a qui tiquent un peu là-dessus sur le chat, forcément. Voilà, c'est le jeu qui veut ça pour rendre aussi un petit peu crédit le fait qu'on monte de 8 spots. Et voilà, vous devinez bien que déjà, il faut deviner les choix de draft, il faut deviner les trades. Si en plus on commence à être méticuleux sur tous les points des contreparties, on risque de pas Ouais, s'en la sortir. compensation, elle est pas. Moi, je trouve pas que ce soit dingue de voir Derrick Henry dans une transaction, sachant qu'il y a eu des rumeurs C'est ça. Et que voilà, et que les départ. Cardinals, avec tout le respect qu'on a pour James Conner, n'ont pas non plus une situation hyper établie Voilà, sur le il poste y de a running back, ça, quoi. Et et puis surtout, Derrick Henry est en fin de contrat l'an prochain. Hein. Il va peser beaucoup sur la masse salariale comme Ryan Tannehill. Mais on peut reconstruire à partir d'un running back qui peut être sélectionné plus tard. Derrick Henry, ça fait très longtemps qu'il a peut-être atteint son pic. Il reste tout de même dangereux, mais ce n'est plus le Derrick Henry de la saison 2020 ou 2021. Oui, c'est sûr, en l'occurrence. J'en profite juste pour rattraper un petit peu mon retard. Il y a Théophane des Vikings, notamment, qui s'est abonné pour son 5e mois d'abonnement. Qui j'avais d'autres au niveau des abonnements à remercier, que je retrouve ça. On a Flobius également, qui a pris un abonnement de niveau 1. Donc, merci beaucoup à lui. Et puis également le 3e mois d'abonnement de Jogactu 14, qu'on salue, Johan, qui, je pense, va suivre cet événement avec impatience et surtout qui a hâte qu'on bâche les joueurs de Clemson dans cette émission. Donc voilà, on ne va pas se gêner, Johan, sache-le. On passe du coup au 4e choix de cette draft et je m'y colle. Pour la sélection des Indianapolis Colts, on a donc 3 quarterbacks qui sont sortis pardon, du chapeau. La question, c'est de savoir ce que vont décider les Colts. J'ai eu des propositions de trade que j'ai écourtées, puisqu'en l'occurrence, j'ai décidé de prendre le 4e quarterback du plateau, aux surprises, Will Levis, qui a l'air d'avoir une très bonne cote actuellement du côté d'Indianapolis, et qui, encore une fois, dans une équipe qui s'annonce en reconstruction avec enfin le besoin d'un quarterback jeune,
Là, pour le coup, on parlait de marquer le coup du côté d'Indianapolis. Certes, il n'y a pas eu de changement de general manager, mais il y a eu un changement d'head coach et peut-être une identité différente qui veut être apportée justement par Shane Steichen. Donc, amener Will Levis, peut-être pour le couver dans un premier temps une année derrière Gardner Minshew, ce ne serait pas ce qu'il y a de plus farfelu non plus, pour lui permettre de se perfectionner. Ça lui permettrait peut-être d'avoir une meilleure ligne, par exemple, qu'à Tennessee, hein, si on va par là, même si la ligne d'école, c'est moins performante qu'à une certaine époque. Donc voilà, Will Levis de Kentucky, sélectionné par les Indianapolis Colts en 4e choix. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Nitti? Bah, typiquement, c'est peut-être le genre de quarterback que préfère la franchise des Indianapolis Colts. Par contre, pour le style de Shane Steichen, vu il a côtoyé Jalen Hurts la saison dernière, c'est moins sûr. Donc, à voir si Indianapolis pourrait prendre, alors si un des 4 quarterbacks est encore disponible, pourrait prendre un autre quarterback, mais sinon, ça fait sens. Il faut un quarterback pour reconstruire du côté d'Indianapolis. Surtout qu'il y a des cibles pour le futur quarterback des Colts avec Alec Pierce, Michael Pittman, Jelani Woods, le tie-end. Donc oui, ça fait sens. Hein. Alex, je vois sur le chat Achou qui nous dit, Achou007 qui nous dit, Lévis, c'est tellement Carson Wentz. Est-ce que tu rejoins cette comparaison? Il me semble qu'on avait dit, alors je pense que c'était plutôt en off, on était plus parti sur Daniel Jones, je crois, avec Nitti hier de mémoire. Et c'est quoi ton avis déjà sur le quarterback, sans faire trop long sur les descriptions, encore une fois, on l'a globalement fait. Mais du coup, qu'est-ce que tu en penses à court terme, à moyen terme de Will Levis du côté d'Indianapolis? Ouais. Et je pense pas qu'il faille en attendre d'être MVP ou offensive rookie de l'année en 2023. Ça tombe bien parce que je pense pas du tout que de toute façon les Colts aient l'équipe pour jouer les premiers rôles. Alors dans leur division certainement, enfin c'est possible parce que hormis les Jaguars c'est quand même un peu fade, mais dans leur conférence ça me paraît improbable. Donc c'est pas déconnant derrière une bonne ligne de prendre un quarterback avec un très gros bras qui reste mobile pour essayer de le développer un peu. Alors Daniel Jones, Carson Wentz, j'entends. On pourrait aussi prendre l'extrême inverse en disant que c'est peut-être un Josh Allen en puissance de par son gabarit et ses capacités de bras et de jambes. Donc, avec une ascension à la Josh Allen, ça pourrait être un vrai bon pari pour Indianapolis. C'est sûr. On va passer du coup au 5e choix avec la sélection des Seattle Seahawks, à moins que j'entends qu'on a un nouveau trade dans ce top 10. Et ça me fait très plaisir, parce qu'en l'occurrence, ce sont les Atlanta Falcons qui montent en 5e position pour récupérer le choix des Seahawks. Alors, je regarde rapidement la contrepartie. On a donc le 5e choix de Seattle qui est envoyé à Atlanta. Et en contrepartie, Seattle récupère le 8e choix de cette draft qui appartenait donc aux Géorgiens, un 3e et un 4e tour. Et avec le 5e choix de cette draft, les Atlanta Falcons sélectionnent messieurs Will Anderson, edge rusher d'Alabama. J'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a des rumeurs sur la position de cornerback du côté d'Atlanta. Je persiste et signe. C'est bien d'avoir des cornerbacks, mais quand on n'a pas un pass rush suffisamment dissuasif comme ces dernières années, alors on me dira, ils ont été chercher Calais Campbell. On me dira, ils ont été chercher Bud Dupree. Par mon sens, c'est ni des solutions à long terme, ni des joueurs capables potentiellement de rester en forme sur toute une saison. Je pense surtout à Dupree en disant ça. Il faut amener un joueur suffisamment polyvalent pour donner encore plus d'envergure à cette défense. C'est pas que je ne pense pas que Tyree Wilson, voire Nolan Smith ne peuvent pas l'être, mais à mon sens, Will Anderson est sans doute un niveau au-dessus et peut vraiment performer très très rapidement dans la ligue. Donc voilà, avoir un joueur aussi incisif sur le front seven, c'est une opportunité sur laquelle je saute avec ce 5e choix. Niti, ton avis là-dessus? Bah, c'est le meilleur joueur de la QV hors quarterback qui est disponible. Là, il n'y a pas de c'est un no-brainer également, comme Bryce Young il y a quelques minutes. Super joueur. Je pense que la transition NFL va se faire en douceur et de manière peut-être brutale pour les joueurs expérimentés du côté de la NFL. Ça fait réagir aussi sur le chat. Hein. J'ai Didier Metcalf qui nous dit arnaque, calomnie, j'aurais refusé ce trade. Bon, après, les Seahawks, ils aiment bien bouger au premier tour en l'occurrence. Et Bisca qui salue mon jeu d'acteur, qui me dit que j'ai raté une belle carrière, c'est vrai. Voilà, mais j'enverrai la vidéo à qui de droit. C'est dommage, je suis allé à Los Angeles il n'y a pas longtemps. J'ai loupé le coche. On passe à toi, Alex, pour le 6e choix. Les Detroit Lions sont sur l'horloge pour la première de leurs 2 sélections dans ce premier tour, avec potentiellement
le meilleur défenseur, enfin, un des meilleurs défenseurs du plateau déjà parti, les 4 principaux quarterbacks. Quelle direction prend Détroit avec ce 6e choix? Écoute, pour moi, je vais y aller avec Jalen Carter, donc le defensive lineman de Georgia. Malgré un passif récent hors terrain qui pose problème, malgré une condition physique qui pose plus que problème au dernier lors de son Pro Day, ça reste un joueur qui a fait largement ses preuves durant son cursus. Et on sait que Détroit, ils adorent les lignes. Ils adorent les lignes, notamment au premier tour. On a vu Hutchinson, on a eu Penei Sewell. Donc, dans cette continuité, après avoir blindé la ligne offensive et les extérieurs sont très fournis sur la ligne défensive, il leur manque de la présence à l'intérieur. Donc, Jalen Carter, c'est le chaînon manquant pour le poste, pour la défense des Lions. Ouais, Nitti d'accord avec ce choix globalement? Bah justement, derrière Will Anderson, c'est pour moi en termes de talent le deuxième meilleur joueur de cette draft. Il joue peut-être à une position qui n'est pas très valorisée, notamment pour les premiers tours. Mais Jalen Carter est un monstre physique et on l'a vu en université. J'ai pas besoin d'en dire plus. C'est un besoin pour les Lions. Et surtout, il aura peut-être un entraîneur qui va bien le cadrer, je pense. C'est Dan Campbell. Donc, ça, pour moi, ça ne peut que marcher. Ah ouais. Un entraîneur qui peut bien le booster en pré-match, ça va être quelque chose Ouais, d'extraordinaire. c'est ça. On a Silvers 3, je crois qu'il nous disait sur le chat, et les Lions n'ont pas besoin de corner. On rappelle qu'ils ont une deuxième sélection dans ce premier tour et qu'il y a peut-être plus de chances de récupérer un cornerback assez intéressant sur ce choix-là plutôt qu'un defensive tackle, sachant que les autres linemen défensifs, comme on le disait hier avec Nitti, sont peut-être plus pressentis en fin de premier tour. Donc peut-être qu'avec le 18e pick en l'occurrence, ça peut paraître relativement haut. Le 7e choix à présent, Nitti, je te laisse la parole pour parler du choix des Las Vegas Raiders. Alors je précise, hein, alors Ouais. je suis transparent. Il y a eu des rumeurs de transfert pour Détroit, des rumeurs de trade qui ont été non validées, de manière très sèche d'ailleurs, hein, je dois le rappeler par Monsieur Locke. Ah, c'est vrai ça. Je crois qu'il y en a eu quelques-uns pour les Raiders, mais qu'on reste sur ce 7e choix également pour Las Vegas. On a le joueur qui nous correspond. Ouais, j'ai décidé de rester avec les Raiders sur ce choix numéro 7. Ils ont fait une free agency centrée plus sur l'attaque. On a viré Derek Carr pour Jimmy Garoppolo. On a fait signer Jacoby Meyers, donc des anciens des Patriots. Je me dis que Josh McDaniels va de nouveau se tourner vers l'attaque. Alors je sais que les Raiders ont peut-être plus besoin de défense avec un cornerback et que tous les cornerbacks sont dispo aujourd'hui. Mais la ligne offensive est un besoin aussi primordial et vu le nombre de choix qu'il y a du côté des Raiders, même s'ils en ont beaucoup, je pense qu'un cornerback, ils peuvent attendre. Donc j'irai vers la ligne offensive et je vais avec le meilleur lineman offensif de la QB, Paris Johnson Jr. d'Ohio State. Voilà. Oula, ah ouais, grosse réaction d'Alex, réaction épidermique. Alors moi je t'avoue, je te donne la parole dans quelques secondes, Alex. Moi, je rejoins globalement ce qui a été dit par Nitti, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de defensive back, notamment qui est évident en défense. Maintenant, j'ai du mal à me dire qu'on va chercher Jimmy Garoppolo sans le protéger. Et c'est toujours la même logique, c'est toujours la logique de se dire il y a peut-être plus moyen de récupérer un corner performant au tour suivant qu'un tackle où le talent sera peut-être un peu plus dilué. Mais j'entends ton argument. T'es pas d'accord sur quoi? Sur la position, Alors, sur le déjà, joueur, qu'est-ce qui te fait tiquer? Je suis pas d'accord sur le fait de dire que Paris Johnson est le meilleur offensive lineman de la QV. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que franchement, cette défense des Raiders, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui. Non, on est tous d'accord, je pense, sur ce point-là, hein, à mon avis. Hein. Je ne pense pas que Jimmy Garoppolo mérite qu'on mette un premier tour pour le protéger. Voilà, je vais être clair. Mm-hmm. Donc, quand tu as autant besoin de couverture et d'autres postes, parce que il en faut partout, mais et avec les qualités qu'ont certains cornerbacks, je peux pas me résoudre à ce qu'ils fassent ça. Maintenant, j'ai entendu vos arguments, j'entends vos arguments aussi quand on en a parlé en off. Il y a des chances que ça file dans cette direction-là, mais je trouverais ça vraiment très bête. Après, les Raiders, il y a quelques années, ils ont sélectionné Alex Leatherwood, hein, donc et on a vu ce que ça a donné. Hein. Donc, voilà, c'est justement pour ça que là, ils vont recommencer. C'est ça. Voilà, après, ça sera voir. Après, c'est vrai que là, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on analyse à l'instant T avec l'effectif qui est celui des Raiders. J'ai pas de mal à me dire que vu les agents libres actuels et vu qu'on va beaucoup aller chercher chez les Patriots, peut-être qu'ils vont par exemple aller chercher un Isaiah Wynn, par exemple, pour jouer côté droit
et du coup se laisser peut-être une marge de manœuvre pour éventuellement solliciter un choix défensif. Mais c'est vrai que si on analyse aujourd'hui de manière un peu brute le groupe, on a du mal à être totalement rassuré par. Alors, il y a qui? Il y a Brandon Parker, il y a, enfin, Il y a Colton Miller, il y a Colton Miller, à la limite à gauche, ça va, ouais, mais ouais, à ouais. droite, il y a qui? Il y a Taylor Munford. Enfin, il y a Tyler pas des Manford, joueurs ouais. totalement rassurants, je trouve, en Le tant truc, voilà, c'est que que tackle droit, sachant là. qu'ils ont déjà Colton Miller, qu'ils avaient pris assez haut aussi de mémoire, Mhm. Ouais, Premier ouais. tour, ouais. je trouverais ça un petit peu redondant d'y revenir du coup pour quelqu'un qui va jouer à droite en plus. Ouais. Après, il y a Tyler Manford, il vient d'Ohio State, donc peut-être que l'entente va se faire entre deux joueurs d'Ohio State, ça peut être intéressant. À voir en tout cas ce que ça peut donner. Le huitième choix, Niti, je te rends la parole parce que tu as cédé ton cinquième choix donc aux Falcons pour redescendre du coup et obtenir au passage un troisième et un quatrième tour. Du coup, avec le huitième choix, quel joueur te correspond? Ouais, donc il y a ce choix pour Seattle. Donc Seattle a besoin de renforcer la ligne défensive, mais aussi la ligne offensive. Euh, il y a un pass rusher qui est disponible. Il faut aller dans cette direction d'abord parce que ils ont un deuxième choix qui est le 20e choix au premier tour. Je pense que le besoin de la ligne offensive intérieure peut être adressé plus tard. Donc je prends un joueur de ligne défensive et c'est Tyree Wilson, le joueur de Texas Tech. Alex, d'accord là-dessus. Potentiellement un des tout meilleurs joueurs disponibles hein, sur les joueurs qui restent désormais. Oui, mais certainement par rapport aux besoins, par rapport au profil qui correspond certainement à ce que recherche Pete Carroll, c'est un choix qui est enfin, logique, voilà. Enfin, hormis le fameux running back hein, qu'ils prennent à chaque fois, mais sinon, dans ce qu'il faudrait, c'est ce qui est logique. Voilà. Oui, je vois que c'est assez logique également sur le chat. Didier Metcalf qui nous dit ça. Jojo7204 également. Bisca également qui nous dit good choice. Donc voilà, globalement, ça fait l'unanimité cette sélection des Seahawks qui récupère quelques pics supplémentaires pour en plus sélectionner le défenseur de Texas Tech. Alex, c'est à toi. Tu es un peu le maître de la NFC Nord aujourd'hui, puisqu'après avoir sélectionné pour les... On ne troll pas, monsieur Locke. Après avoir sélectionné pour les Lions en 6, tu vas sélectionner pour les Bears en 9. Hein. Je crois que ton choix était particulièrement apprécié à l'écrit pour Chicago par certains fans des Écoute, Bears. attends, non, mais si on peut faire juste une parenthèse, honnêtement, Moi, je suis ça aurait quand d'accord. même de la gueule. Moi, je suis d'accord. Moi franchement, c'est pas quelque Ça, chose qui pour m'étonnerait une fois, on totalement. arrêterait de roupiller devant l'attaque des Bears, quoi. Tu mets Fields, Robinson, ils ont fait venir Moore et ils ont fait venir Claypool en cours de saison. Là, J'avoue. tu commences à avoir quelque chose. Si Ouais. seulement il y avait des gens pour les protéger, ces mecs-là. Et ben, Mais bon, puisqu'il faut de la protection, et oui, ben, je suis parti de l'autre côté du ballon, voilà, tout à fait. Ah, c'est en logique, défense. forcément. Et je suis parti. Alors, c'est un peu le même cas de figure que les Raiders. Pour moi, la défense est devenue totalement enfin, un énorme chantier du côté de Chicago. Donc, je suis parti avec Christian Gonzalez, le corner d'Oregon, qui pour moi est le meilleur défenseur disponible. Donc, je croise besoin et meilleur joueur disponible. Même si c'est le poste de corner, c'est peut-être pas leur besoin le plus prégnant. Ajouter Gonzalez, ça serait vraiment un énorme ajout. Et ils ont le temps avec une multitude de pics un peu plus tard dans la draft pour arriver à se renforcer sur d'autres postes. Mais là, c'est vraiment une opportunité. Gonzalez disponible en neuf, pour moi, faut y aller. Niti. Non, c'est un choix, je pense, logique en fait finalement parce que même s'ils ont pris Kyler Gordon et Jaquan Brisker sur la secondary, il manque quelqu'un à l'opposé de Kyler Gordon. Sachant qu'en plus que Kyler Gordon jouera plus dans le slot peut-être à l'avenir. Mais il faut un vrai cornerback extérieur du côté de Chicago. C'est ce qu'est Christian Oh, Gonzalez. t'es un peu dur avec Jalen Johnson quand même. Ouais, allez, Jalen Johnson est un Mais bon joueur. mais je te rejoins sur Gordon qui peut éventuellement Ouais. peut-être être Mm. un peu plus intéressant encore en nickel. En tout cas, sur un backfield très renforcé. Mais voilà. Mm. Je vois en tout cas que c'est partagé. Sur le chat, j'ai Vico qui dit bien joué Gonzalez à Chicago. Ça couine un peu plus. Ça voulait un tackle apparemment chez certains fans des Bears. Ouais, il Donc, faut protéger Justin Fields, hein, ouais. le quarterback le plus saqué l'an dernier. Hein, donc, Voilà. Mais Alex veut du glamour en attaque, il veut aussi du glamour en défense à Chicago, et on sait que la défense, c'est l'ADN des Bears, quoi qu'on puisse en dire. C'est un peu comme les ouais, Ravens. Chaque année, on ouais. attend un choix offensif au premier tour, et bah non. Donc Voilà. peut-être que là, C'est chez les ça. Bears,
Ce sera la preuve par l'exemple. On termine ce top 10 avec la sélection des Philadelphia Eagles. Ça tombe bien, Victor Roulier est sur le chat. C'est moi qui m'y colle pour cette sélection des Eagles. Et sans trop de surprises, il y a beaucoup de postes qui me paraissent relativement comblés malgré les nombreux départs de l'intersaison du côté de Philadelphie. Mais là, j'ai quand même une aubaine avec notamment cette sélection de Gonzalez à Chicago. J'ai un peu transpiré quand même quand Alex a fait son choix en off, parce que spoiler, encore une fois, pour des soucis d'organisation, on anticipe cette mock draft pour que ce soit pas trop la cacophonie à l'antenne. Et donc finalement, en numéro 10, les Philadelphia Eagles sélectionnent Peter Skoronski, lineman offensif de Northwestern, parce qu'à mon sens, leur principal besoin aujourd'hui, le poste peut-être qui est le plus tributaire, on va dire, d'un point de vue titulaire et profondeur, c'est sans doute le poste de garde, notamment après le départ d'Isaac Seumalo. Donc là, en l'occurrence, un joueur qui peut être aussi athlétique qu'agressif dans l'attaque actuelle des Eagles. Je pense que ça peut être absolument une aubaine. Et Peter Skoronski, c'est encore une fois un no-brainer, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Alex, un avis là-dessus? Le meilleur lineman offensif du plateau, du coup? C'est le meilleur lineman offensif du plateau, qui est à la fois le meilleur garde et le meilleur tackle. Même malgré son manque de taille, jurisprudence Rashawn Slater, pour moi, il peut jouer tackle. Ça serait un peu dommage, du coup, de le limiter à un poste de garde aux Eagles. Par contre, je te rejoins, c'est un choix très Eagles. Parce que Seumalo est parti et que voilà, c'est la tradition de Howie Roseman de blinder les lignes. On peut pas dire tellement préparer la succession de Lane Johnson parce qu'il a prolongé jusqu'en 2026 ou 2027, donc il va jouer jusqu'à ça. Enfin, il est parti pour faire comme Whitworth, jouer jusqu'à 40 ans. Mais par contre, c'est sûr qu'ajoute Skoronski sur cette ligne, ça devient incroyable. Oui, puis s'il y a baisse de performance de Lane Johnson et que son contrat le permet, voilà. Ça t'empêche pas d'ici 2-3 ans éventuellement de te dire bah voilà, Skoronski il peut dépanner sur les deux postes s'il y a besoin, donc on peut le remplacer notamment côté droit, quoi. Sachant que tu as Cam Jorgens qui peut faire la rotation également. Aussi, voilà, qu'on a en plus comme le centre successeur de Jason Kelce, mais en effet qui peut éventuellement dépanner si besoin. Là, on a peut-être un joueur qui est peut-être plus habilité pour jouer sur la position, en tout cas qui a peut-être plus de entre guillemets de référence s'il a beaucoup joué en tant que tackle du côté de Northwestern. Écoutez, un petit rappel rapidement sur ce top 10. On a donc CJ Stroud en 1 aux Panthers, Bryce Young en 2 à Houston, en numéro 3, Anthony Richardson à Tennessee. En numéro 4, on a Will Levis du côté d'Indianapolis, Atlanta qui monte en 5 pour récupérer Will Anderson, Jalen Carter en 6 à Détroit, Paris Johnson en 7 à Las Vegas, Tyree Wilson en 8 à Seattle, les Bears de Chicago sélectionnent Christian Gonzalez en 9 et les Philadelphia Eagles sélectionnent Peter Skoronski en 10. On enchaîne sur la suite. Je vois que c'était globalement d'accord sur les Eagles. Même Victor qui dit que j'étais un homme de goût. Je m'étonne qu'il le découvre aujourd'hui, mais en effet, Victor, il n'y a pas que de la place pour Najee Harris dans mon cœur. Peter Skoronski est aussi là. Donc le 11e choix désormais de cette draft. Niti, je te rends la parole, toi qui as cédé le 3e choix aux Tennessee Titans. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 11e pick du côté de Glendale? Du côté d'Arizona, l'effectif, on va dire, n'est pas taillé pour aller en playoff en 2023. Je pense qu'on peut se le dire. Mais il y a des besoins vraiment partout. On a perdu J.J. Watt sur la ligne défensive, ainsi que Zach Allen. Sauf que les pass rushers principaux sont partis. Tout le monde pense que Lucas Van Ness va être pris sur ce choix-là, vu que c'est un besoin, mais en fait, pas du tout. Il y a un autre poste où c'est peut-être le poste le plus faible de la ligue, c'est le poste de cornerback pour les Cardinals. Donc, je vais dans cette direction. Christian Gonzalez étant pris, je n'ai donc pas le choix. Je vais prendre Devon Witherspoon, le cornerback d'Illinois. Alex, d'accord avec ce choix, potentiellement le deuxième meilleur corner maintenant que Gonzalez est parti dans l'Illinois? Ouais, c'est clairement ça peut même se discuter de savoir qui est le meilleur des deux, mais je rejoins totalement Nitti sur sa logique. Le poste de corner à Arizona, c'est carrément, enfin, c'est très, très, très inquiétant et très, très faible. Donc, il faut partir là-dessus. C'est ça. Je vois qu'on est d'accord globalement sur le chat. C'est vrai qu'il y a des besoins, à mon sens, sur le poste d'edge rusher et de cornerback. Après, on a vu qu'ils ont drafté quelques edge rushers assez récemment. Je pense à des Cameron Thomas, des Mike J. Sanders. Peut-être que Jonathan Gannon a dans la volonté éventuellement de les développer sur le pass rush. Sur le poste de corner, ça manque peut-être de cornerback numéro 1 à mon sens, parce que celui qui est le plus établi, à moins que j'ai raté une signature entre-temps, c'est peut-être Marco Wilson.
Donc ça fait peut-être un petit peu léger à l'heure actuelle. Et c'est Il n'y a pas eu de signature à ce poste-là, et puis Byron Murphy est parti. Donc, ils étaient déjà pas bons et ils ont perdu. ouais, déjà. Ouais. On passe au 12e choix et nous avons un trade, messieurs. Un trade, puisque initialement, c'est donc les Houston Texans de Alex qui devait sélectionner. Et il y a un trade avec une équipe d'AFC, puisque les Pittsburgh Steelers montent en 12e choix. Et qui s'occupe des Pittsburgh Steelers. Là aussi, jeu de rôle. Ah, je crois que c'est moi. Donc les Pittsburgh Steelers qui sélectionnent en 12e position. Alors, je vais expliquer la logique très simple. Qui est celle-ci. La logique initiale, c'était notamment de court-circuiter les Jets, puisque quand on a fait cette mock draft, révélation des coulisses, le trade d'Aaron Rodgers n'avait pas eu lieu. Après, je me dis que même avec les Jets en 15, l'idée, c'est de court-circuiter les Jets pour être sûr que personne, justement, monte devant les Jets, qu'une autre équipe ne soit pas tentée de monter devant les Jets, pour récupérer le joueur qui intéresse Pittsburgh, puisqu'en l'occurrence, avec le 12e choix, les Pittsburgh Steelers sélectionnent Broderick Jones, tackle de Georgia. Enfin, le tackle gauche qu'il faut du côté de la Pennsylvanie avec cette sélection du joueur de Georgia qui, à mon sens, alors j'entends ce que dit Alex tout à l'heure, j'étais globalement d'accord avec lui, c'est peut-être mon deuxième tackle préféré / un bis avec Skoransky, en tout cas en termes de marge de progression. Je ne sais pas ce que tu en penses pour le coup, Alex, toi qui as cédé ce 12e choix. Mais il y a quand même éventuellement de belles choses à faire avec lui du côté de Pittsburgh pour développer la passe, mais aussi le sol. Ouais, le choix, c'est 100 ans plus que. Enfin, moi, j'avais dans la mock écrite, j'ai pris aussi un tackle et qui. Enfin voilà, moi j'ai un petit crush pour Darnell White, donc je serais peut-être parti sur lui, même si ça peut être un peu haut, 12. Mais par contre, clairement, maintenant, il va falloir le protéger. Pickett, c'est sa deuxième saison. Il a pas de tackle, il a une ligne qui est vraiment faible, donc ça serait incompréhensible de pas partir là-dessus. Il y a des autres besoins chez les Steelers que j'ai pris en compte. Je n'oublie pas qu'ils ont le 32e choix de la draft. Exactement. Et c'est aussi pour ça que j'ai priorisé le poste de tackle qui, à mon sens, comme je le disais tout à l'heure, notamment pour Paris Johnson, est peut-être moins profond que d'autres positions. Donc vraiment, s'il y a un joueur sur lequel on a un crush, autant se pencher sur la sélection. La contrepartie, je ne l'ai pas donnée en l'occurrence, puisque du coup, Pittsburgh récupère le 12e choix. Et pour ce faire, ils ont dû céder leur 17e choix, un 3e et un 4e tour. Donc on garde malgré tout les deux deuxièmes tours qui sont dans l'escarcelle actuellement pour pouvoir reconstruire de manière assez rapide l'effectif du côté de la Pennsylvanie. Voilà, je regardais rapidement ce que tu as dit. Alors, c'est vrai que Guillaume, notamment, militait pour un Brian Branch. Bisca était assez d'accord là-dessus. En effet, Vico qui nous dit pour protéger Piquet, ouvrir des brèches pour Harris, c'est le postulat également. C'est un joueur qui est assez athlétique pour pouvoir le faire. Donc, ça rejoint cette logique. L'heure est grave, messieurs. Les Green Bay Packers sont sur l'horloge avec leur tout nouveau 13e choix de draft acquis via le trade d'Aaron Rodgers. Vous le voyez, hein, Alex a affiché ses couleurs en l'hommage de son nouveau ex-quarterback, désormais amateur de grosses pommes. Alex, pour les Green Bay Packers, du coup, quel choix on fait? Tu n'as plus de possibilité de quarterback éventuellement pour concurrencer Jordan Love. Bah justement, je pensais à Endon Hooker, mais non, non. Alors, écoute, les besoins, il y en a quand même beaucoup à Green Bay. Maintenant, quoi de mieux après le départ d'Aaron Rodgers que de prendre un receveur au premier tour? C'est le moment où jamais, après 18 ans d'attente, maintenant qu'il est parti, qu'il est loin, on prend un receveur. Donc on y va avec Jackson Smith-Njigba, le receveur de Ohio State. Euh, Blague à part, c'est un vrai besoin. C'est un profil de receveur qui est particulièrement, je trouve, complémentaire aux deux jeunes receveurs déjà présents dans l'effectif. Et on l'a vu l'année dernière, les Seahawks ont sélectionné des tackles après le départ de Russell Wilson. Donc, c'est rien d'interdit de faire un petit clin d'œil au destin quand le quarterback s'en va. Donc, c'est vraiment le besoin le prioritaire parce qu'à Tyden en 13, qui est un autre besoin, ça serait un petit peu quand même un Oui, peu haut. ça fait haut pour Darnell Washington. Washington. Voilà, maintenant, je perdrai certainement la connexion de la draft demain soir quand on entendra le nom de Darnell Washington en 13. Mais pour moi, c'est un choix safe et vraiment un petit clin d'œil à Aaron Rodgers pour le remercier de ces derniers mois particulièrement délicieux. Tout à fait, ouais. Et compte sur nous pour t'appeler après le choix. Pas de souci. Ah, si c'est Darnell Washington, je pense qu'on va être. Ça va sonner aussitôt, pardon. J'en perds mon latin.
Globalement, sur le chat, on était d'accord, notamment Silvers 3. Vico qui nous dit complémentaire à Dobbs. Je trouve que c'est assez complémentaire de Watson aussi, hein. C'est vrai que c'est un autre type Hmm. de profil. Ah oui, c'est ça, complémentaire des deux. Voilà, mais c'est deux mobilettes aussi, hein. En l'occurrence, voilà, il y a le grand rapide et le plus petit feu follet, quoi. Donc ça peut être intéressant, avec en plus, je trouve, Smith Njigba qui a une capacité de tracé beaucoup plus développée. Donc c'est sûr que Bah, ça peut donner quelques mots de voilà, tête et t'en as un faciliter. qui va jouer vraiment dans la profondeur, l'autre qui va Voilà, peut jouer dans les espaces intermédiaires, offrir des solutions. Jordan Love, il a besoin de solutions. c'est Donc, ça. Ça peut clairement que lui rendre service sur le papier. On passe au 14e choix désormais pour les New England Patriots et Nitti, qui a la lourde tâche de sélectionner pour la franchise de Foxborough. Est-ce qu'on va en attaque ou en défense du côté de Bill Belichick et des siens? Ouais, c'est vrai que du côté des Patriots, il y a des besoins sur les lignes, notamment sur la ligne offensive, enfin, pour le poste de tackle offensif, mais aussi sur le pass rush, parce que Matt Judon et Josh Uche, c'est peut-être des bons joueurs, mais il faut probablement donner de la profondeur à ce poste-là. Il y a aussi le poste de cornerback qu'on pourrait considérer, et vu la profondeur du poste, je pense que les Patriots vont peut-être attendre un troisième, quatrième tour pour développer un joueur qui va probablement être une superstar dans 2 ans. Donc, je prends un pass rusher, un outside linebacker qui nous vient de Georgia, Nolan Smith. Ça fait très très bon joueur et je trouve que ce serait un assez bon choix pour les Pats. Alex, est-ce que tu partages cet avis? oui, je suis pas loin de penser que là, au moment où on parle, c'est le meilleur joueur disponible dans notre mock. Ça correspond à l'esprit, on va dire, tout défensif de Bill Belichick. Beaucoup moins incertain que ses choix de receveur, qui peut être un besoin. Donc, Ils ont aussi Juju Smith-Schuster lors de la free agency. Bon, après, c'est peut-être pas suffisant, ouais. effectivement, pour... Donc pour moi, c'est un choix logique. Il n'y a pas. J'en profite pour remercier Didi Peanuts également, qui a pris un abonnement de niveau 1. Donc, merci beaucoup à lui. Et alors, je regardais Nolive 9 qui nous posait la question, il y a qui de bon à Chattanooga pour être recruté par les Pats? C'est vrai que ça peut être une idée. On rappelle qu'il y a toujours McLendon Curtis, hein, qui est disponible sur le board potentiellement. Mais non, c'est sûr que Nolan Smith, voilà, on nous dit oui, il y a un linebacker. Certains diraient que c'est un talent générationnel, Nolan Smith. Et je trouve que c'est intéressant dans le sens où il sait faire beaucoup de choses. Je ne veux pas faire injure pardon, à un Josh Uche, mais à mon sens, il a un volume qui peut être largement supérieur à ce que propose par exemple aujourd'hui Uche du côté de Foxborough. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, même si en effet, on peut éventuellement rebooster un peu la ligne défensive. On peut essayer d'aller chercher un cornerback numéro 1 avec ce qui reste. Mais voilà, en soi, je trouve que c'est pas déconnant vu l'activité que peut abattre Nolan Smith entre les mains de Bill Belichick. On passe au 15e choix à présent avec les New York Jets sur l'horloge. C'est moi qui m'y colle. Alors, il faut contextualiser des choses. Initialement, un trade était envisagé, un trade down du côté des Jets. Malheureusement, on n'a pas trouvé de partenaire pour éventuellement réaliser ce trade down. Et ma logique est la suivante. Comme je l'ai dit et répété depuis le début de ce podcast, de ce live, il y a une profondeur sur le poste de tackle qui n'est pas forcément évidente. Et il y a ce besoin de protéger ton nouvel investissement, qui est quand même malgré tout assez âgé, hein, pour le coup, avec un Le même Dwayne âge que Brown moi, quand qui même. est extrêmement vieillissant. Le même âge que toi? Ah ouais, écoute, je suis pas loin non plus, hein, donc ça, tu vois, je me mets vachement en avant. Voilà, Dwayne Brown n'est pas très très jeune, mais Kai Becton, on répète pas ses soucis de santé depuis sa sélection, notamment à la draft. Il y a deux possibilités sur ce poste qui se présentent. Darnell Wright, qui à mon sens est plus un tackle droit dans ce qu'il peut apporter en NFL, et Anton Harrison, qui à mon sens est plus profilé pour du pass pro. Je peux entendre que le fait de sélectionner, puisque c'est ma sélection, Anton Harrison, tackle d'Oklahoma, ça peut paraître relativement haut. On va me dire, Greg, t'as reaché pour aller chercher Harrison. J'entends beaucoup de spécialistes dire qu'il ne sortira pas avant le deuxième tour. Je m'inscris en faux. Il y aura d'autres tackles sélectionnés entre les positions 15 à 30, une fois que les trois principaux seront partis. Et à mon sens, dans une classe qui n'est pas assez profonde, il y a d'autres besoins qui auraient pu être considérés. J'ai hésité par exemple avec un Brian Branch qui est toujours disponible sur la position de safety. Mais voilà, je privilégie le besoin sur une position qui n'est pas ultra profonde
pour avoir vraiment un investissement d'avenir et un tackle qui soit suffisamment efficace sur le pass pro. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Tiens, Niti, qu'est-ce que tu en penses de cette sélection? Non, mais c'est un choix. La position, c'est logique. Clairement, Anthony Harris, tackle, il faut protéger un investissement qui a été quand même lourd pour Aaron Rodgers du côté des Jets. Maintenant, après, le joueur, je suis quand même assez fan. Certains le voient beaucoup plus bas que la sélection que tu as fait, mais en 15, c'est pas déconnant. On sait que dans les années précédentes, il y a eu des tackles et des gardes qui ont été sélectionnés bien au-delà de leur position, avec Cole Strange là pour ne pas le citer, mais voilà, c'est le besoin est là. Alex, juste rapidement, parce que du coup, c'est un peu le quarterback, c'est un peu un quarterback que tu connais bien, qu'Anton Harrison est censé protéger. Logique pour toi, tu aurais pris une autre direction assez radicale? Non, non, c'est complètement même inenvisageable de les voir partir ailleurs, sachant que c'est un besoin avant l'arrivée d'Aaron Rodgers. Tu fais venir Aaron Rodgers qui a besoin d'être confortable pour jouer. Comme tu l'as dit, il est âgé pour un joueur de football américain. Donc, il faut partir sur un lineman offensif extérieur pour pouvoir le protéger. Normal. Je n'occulte pas notamment la saison rookie de Max Mitchell, mais qui me paraît peut-être plus configuré là aussi pour du poste de tackle droit plutôt que pour jouer côté aveugle, hein. Donc c'est aussi dans cette logique-là. Niti, c'est à toi pour la 16e sélection des Washington Commanders. Beaucoup les envoient notamment en défense. Est-ce que c'est ton choix privilégié? Ouais, il faut aussi un propriétaire. Bon, là, je vais passer dessus, mais il faudrait aller vers la défense parce que l'attaque, ils ont fait de bonnes sélections l'an dernier, avec notamment Brian Robinson du côté d'Alabama en poste de running back, Jared Dodson, le receveur drafté l'an dernier au premier tour. Donc, on va vers la défense. Le poste de cornerback, c'est très compliqué du côté des Commanders. L'expérience William Jackson a tourné au fiasco. Donc, on prend un cornerback numéro 1 et je prends un des cornerbacks physiques et qui monte à la draft ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est Deontay Banks, le joueur de Maryland. Ouais, qui serait pas très très loin du coup, en l'occurrence du stade où il va jouer. C'est vrai. Alex, il y a un peu de débat, on va dire, avec Joey Porter Jr., Banks, Porter. Est-ce que pour toi, il y a un gap significatif qui pourrait expliquer, par exemple, que les Commanders privilégient le joueur des Terrapins? Là, en l'occurrence, je vois qu'une question de vitesse, parce que Banks est beaucoup plus rapide que Porter. En tout cas, c'est ce qui s'est manifesté au combine. Mhm. Moi, je préfère Porter. Je suis un peu vacciné contre les defensive backs de Maryland à Green Bay. Donc voilà, j'ai un petit peu été surpris quand Nitti est parti là-dessus. Maintenant, effectivement, c'est un corner qui monte beaucoup et ses qualités de vitesse dans le jeu actuel et surtout il devra se coltiner Devonta Smith, notamment pour ne citer que lui, 2 fois par an. Bon, bah, c'est logique. Alors, tu es vacciné contre les corners de Maryland, mais la question est-ce que tu es vacciné aussi contre les corners de Washington? Oui, encore plus. Oui, voilà. Jurisprudence d'Eric King, c'est toujours important Ouais. de le rappeler un de tes Ah chouchous, ouais, c'est vrai que un Ouais. de tes joueurs Et voilà, et all-time. Darnell Savage l'a remplacé dans mon cœur. Voilà. Tu me disais en off que tu avais hâte qu'il soit intronisé au Ring of Honor et on te comprend. Voilà, sache-le. Très bien, on peut enchaîner sur la suite avec justement, Alex, la parole que je te rends pour la sélection des Houston Texans. Donc, ce 17e choix récupéré par le biais des Steelers qui sont donc montés précédemment pour récupérer Broderick Jones. Après avoir sélectionné Bryce Young, quelle direction on prend pour les Texans? Alors, bien sûr, on sélectionne un quarterback, on pourrait imaginer qu'on va lui donner une cible. On sait que le poste de receveur, ça reste un besoin du côté de Houston. Maintenant, on a fait venir Demeco Ryans comme head coach, donc spécialiste de la défense. Demeco Ryans, il a été biberonné aux Niners, donc pour lui, c'est la ligne défensive, c'est la base de la réussite défensive. Et qu'est-ce qui manque le plus, c'est le pass rush. Et donc, je pars avec Miles Murphy, le edge rusher de Clemson. Nitti, on disait hier que Miles Murphy se chutait un peu dans les hiérarchies. Après un 17e choix, honnêtement, je pense qu'il peut aller partout entre 16 et 32 quand on voit globalement la classe de pass rusher et les besoins des équipes voilà, je cette saison. serais pas surpris s'il part dans le top 10 et je serais pas surpris non plus s'il est en dehors du top 20. C'est un profil qui est polarisant, vraiment, qui peut diviser au sein des recruteurs NFL. Et ce que je peux comprendre, hein, évidemment, puisqu'on, comme je l'ai dit hier,
le potentiel de ce joueur, j'ai un peu de mal. On ne sait pas trop si c'est un joueur qui peut être All Pro ou si c'est un joueur qui est juste un solide titulaire. Hmm. Oui, c'est ça. Il faut Mm. trouver un petit peu la carburation du bonhomme. Alors, le fait de lui mettre un coach défensif, on va dire, à la tête de l'équipe, qui en plus a chapeauté une défense assez réputée ces dernières années, ça peut, ça peut être éventuellement un contexte assez favorable. Mais en tout cas, ce serait un choix extrêmement intriguant. Du côté de Houston, j'essaye de voir un petit peu. Alors, du côté des Commanders, on n'était pas tout à fait d'accord. Après, honnêtement, en termes de direction, je ne sais pas trop s'il y avait énormément de postes. On dit c'est l'attaque qui nous tue. Après, je ne suis pas sûr qu'ils prendront un quarterback avec ce 16e choix. Donc voilà, relativiser un petit peu. Et Guillaume qui nous disait encore, est-ce qu'il n'y a pas un Van Ness bashing? On va le dire tout de suite, hein. Attendez-vous à ce qu'il y ait des joueurs qui soient attendus haut dans la hiérarchie qui vont finir par descendre inexorablement, hein. C'est arrivé tous les ans. Un DK Metcalf, il n'y a pas si longtemps que ça, qui était annoncé dans le top 15, a fini fin de deuxième tour à la grande joie des Seahawks. Donc, Et tout le monde ne peut pas être top 10 de toute façon. c'est ça. Voilà. Et Ouais, voilà. encore une fois, on n'est pas sur les bords des équipes. Il y a des crushs en fonction des différentes organisations et forcément, ça va péjorer des joueurs, surtout qu'on le disait, Lucas Van Ness, il y a peut-être une inexpérience par rapport à d'autres joueurs de la position. Donc voilà, il faut choisir, c'est renoncer. On ne cessera de le répéter. 18e choix, Alex, c'est encore toi qui t'y colle avec le deuxième choix donc, des Detroit Lions qui ont sélectionné un peu plus tôt Jalen Carter. On nous a dit qu'il faut aller chercher un cornerback. Est-ce que c'est le moment? Et oui, c'est le moment, évidemment. On a renforcé la ligne défensive, j'en ai parlé tout à l'heure. Maintenant, il faut renforcer les extérieurs. On a envoyé Jeff Okuda chez toi, à Atlanta, j'espère pour ton plus grand bonheur. Mais du coup, malgré les renforts de la free agency, il manque quand même un corner avec potentiellement numéro un corner dominant, et c'est ce qui est Joey Porter, le corner de Penn State, Joey Porter Junior, euh, Oui, ils peuvent qui, prendre le senior, mais ouais, en termes de longévité, ça va pas être voilà, terrible. qui pour moi, enfin là en l'occurrence, je pense que c'est un scénario idéal pour les Lions à la fin de ce premier tour de repartir avec ces deux joueurs-là, à ces deux positions-là, après une free agency comme ils ont fait. Donc voilà, c'était une aubaine que Nitti me le laisse sur un plateau. Donc pour les rivaux des Packers, je prends Porter. Très bien. Nitti, d'accord avec ce choix. Après Ouais, Carter, Porter Junior, ça fait sens. oui, ça fait logiquement sens. Alors c'est vrai que ils ont bien renforcé la secondary, hein, côté des Lions, Cameron Sutton, CJ Gardner-Johnson, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Et Chauncey, pardon, CJ Gardner-Johnson. Et puis donc Joey Porter Jr., donc qui arrive pour être le remplaçant de Jeff Okuda, hein, donc voilà, en 18e choix, il n'y a pas de risque. C'est un choix parfait. Très bien. Alors, juste, je précise, parce que du coup, on me relance là-dessus, juste Luc notamment, qui nous dit sur le chat, c'est surtout la ligne offensive des Commanders qui s'est fait déchirer la saison dernière, il faut protéger Howell. Alors, oui, il y avait la possibilité d'Arnell Wright. Après, voilà, sur cette position-là, il n'y en a pas, au 16e pick, il n'y en aura pas énormément d'autres. Donc voilà. On verra techniquement ce que feront les Commanders. Encore une fois, il y a pas de vérité absolue de toute façon durant cette soirée. Ça peut en effet être une priorité à prendre en considération pour les Commanders. Mais niveau cornerback, ça paraît quand même relativement léger aujourd'hui sur le papier, alors que peut-être que sur la ligne, on a des espoirs, notamment concernant Sam Cosmi ou d'autres joueurs qui ont pu être recrutés il n'y a pas si longtemps que ça. Le 19e choix à présent, messieurs, la sélection des Tampa Bay Buccaneers. Alors, on n'a pas d'alerte trade, mais on a l'alerte glamour, puisque ça y est, vous le savez, de toute façon, à chaque mock draft, hein, c'est toujours le même abruti qui le sélectionne. Eh bien, ça y est, messieurs, je sélectionne pour les Tampa Bay Buccaneers et Bijan Robinson, running back de Texas, qui n'ira donc pas du coup à Chicago, il ira du coup du côté de Tampa Bay avec toujours la même logique. Hein, c'est pas un choix qui date d'aujourd'hui, à mon sens. C'est-à-dire qu'encore une fois, le fait que Brady soit parti, peut-être qu'il faut aussi changer globalement d'identité offensive du côté de Tampa Bay. Alors oui, là aussi, il y a un besoin notamment de tackle. Ça a été considéré avec potentiellement Darnell Wright. Je serais curieux quand même de voir où ils vont faire jouer Luke Gedicki, qui a été drafté l'année dernière, qui a peut-être plus le profil d'un garde, mais qu'on a déjà vu évoluer en tant que tackle, notamment du côté de Central Michigan. Donc c'est dans cette logique-là que j'ai priorisé un running back pour être vraiment la star du backfield de la saison prochaine du côté de Tampa Bay.
et apporter cette alternance avec les receveurs qui sont là et mettre un petit peu moins de pression également du coup sur Baker Mayfield. Peut-être qu'on va prioriser justement, vu le spot où on est, cette draft de l'année prochaine du côté de Tampa Bay en ayant beaucoup d'outils autour du futur quarterback et en privilégiant du coup un coureur vraiment d'envergure du côté de Tampa. Ça me paraît en tout cas un spot qui serait pas si déconnant que ça. Je sais pas ce que tu en penses, notamment, bah tiens, toi Alex, du coup, qui le voyait potentiellement dans le top 10, encore une fois, je te rejoignais là-dessus. Euh, Beaucoup disent qu'ils vont descendre, j'ai du mal quand même à croire qu'il va descendre au-delà du top 20. Bah, ça serait une ânerie, franchement, c'est un running back, ok, mais c'est une arme offensive plus qu'un running back. Donc, pour moi, c'est le meilleur joueur de la classe, tout poste confondu. Je m'en cache pas, enfin, c'est mon goût personnel. Après, de là à le prendre dans le top 5, peut-être pas, mais comme je l'avais mis dans la mock écrite à Chicago dans le top 10, ça faisait vraiment, enfin, il y avait vraiment une logique. Donc, en 19, vu la restructuration complète de l'effectif de Tampa, pour moi, c'est un choix presque évident. Alors après, oui, voilà, ça pouvait être ça ou tackle. Mais si tu commences déjà à préparer tes pions pour 2024 et effectivement un nouveau quarterback, bah quoi de mieux que d'avoir un joueur comme ça. Donc, moi, Oui, tu j'adore. auras un joueur éventuellement pour pas trop le solliciter d'entrée, on dirait, pour avoir quand même ta principale star offensive. Et en effet, tu le disais, c'est vrai que voilà, c'est toujours la même chose. Le label running back, forcément, ça paraît un petit peu réducteur, mais il y a une capacité à être extrêmement dangereux en sortie de backfield. C'est un joueur qui peut être performant dans de nombreux domaines, en termes de protection de quarterback, justement, hein, protection de passe, etc. Enfin voilà, c'est un joueur qui est suffisamment costaud pour faire énormément de choses, qui a des appuis assez phénoménaux, une vitesse qui plaît démontrer. Donc voilà, globalement, il a quand même le total package. Quand on me dit qu'un Saquon Barkley est drafté haut à l'époque en numéro 2 chez les Giants, je peux l'entendre. Bijan Robinson en 19, même si on parle d'une position qui n'est pas forcément la plus valorisée dans les différentes drafts, c'est pas non plus c'est pas non plus quelque chose d'absolument scandaleux, on va dire. On termine cette deuxième partie de draft avec ta sélection justement, Niti, le deuxième choix des Seattle Seahawks. Tu as sélectionné plutôt Tyree Wilson, defensive end de Texas Tech. Est-ce qu'on reste en défense ou est-ce qu'on essaie de protéger un peu plus Geno Smith en attaque? On va essayer de protéger un peu plus Geno Smith en attaque. J'ai considéré la ligne défensive pour Seattle avec le choix numéro 8. Voilà, c'est ça. Donc avec le choix numéro 20, je vais sur l'intérieur de la ligne offensive avec un joueur très costaud, Osiris Torrance, le garde de Florida. Et là, je ne peux m'empêcher. Alors, globalement, j'étais d'accord là-dessus, mais je ne peux m'empêcher de donner la parole à Alex. Je crois que tu adores ce joueur, Alex. Bah, pour tout dévoiler, quand Nitti a sélectionné il y a quelques jours, j'ai crié Bust. Voilà. C'est pas pour rien que dans la mock écrite, je l'ai saqué et qu'il est en deuxième partie du deuxième tour. Euh, bon, voilà, après, je préfère à ce poste-là d'autres joueurs. Mais par contre, je te rejoins à 100% sur le besoin qui se trouve sur les lignes. Alors après, on aurait pu partir aussi côté défensif, mais ça a été quand même pas mal considéré aussi pendant l'intersaison. Donc, protéger, continuer la logique qui a payé de renforcer la ligne offensive, c'est ce qu'il faut. C'est bien. C'est vrai, ils ont eu deux tackles l'an dernier qui ont bien joué lors de leur saison rookie, Abraham Lucas et Charles Cross. Pour moi, il faut continuer dans cette logique. Non, non, on est globalement d'accord, même sur le chat, hein. Alors, je vais pas écorcher les pseudos, ou m'excuserai si c'est le cas, mais Trey Raids, Silvers 3, Sioskis également, qui étaient globalement d'accord avec ça, Didier Metcalf également. Donc, oui, globalement, une unanimité sur cette sélection des Seahawks qui ont besoin de continuer de renforcer la ligne intérieure et surtout de protéger leur running back, hein, parce qu'il y a peut-être un running back qui va sortir un peu plus tard dans la draft. Donc, ce serait bien qu'il ait des gens pour le protéger au cours de cette QV. Le rappel donc de la deuxième partie de la draft, en numéro 11, les Arizona Cardinals ont sélectionné Devon Witherspoon, cornerback. En 12, les Pittsburgh Steelers sont montés pour récupérer Broderick Jones. En numéro 13, Jackson Smith-Njigba a été sélectionné par les Green Bay Packers. Nolan Smith, linebacker de Georgia, sélectionné par les New England Patriots en 14. Les Jets en 15 sélectionnent Anton Harrison, tackle d'Oklahoma. On a ensuite en 16 les Washington Commanders qui sélectionnent Deontay Banks. Miles Murphy, sélectionné en 17 par les Houston Texans. Joey Porter Jr. qui rejoint les Detroit Lions, le cornerback. On a enfin Bijan Robinson, running back à Tampa Bay en 19 et en numéro 20, Seattle qui sélectionne Osiris
Torrens, la troisième et dernière partie de ce premier tour. Et ça commence par un trade, messieurs, que cette sélection était initialement prévue pour les Los Angeles Chargers et la sélection d'Alex. Mais il a craqué. Nitti a fait un nouveau trade avec une de ses équipes, en l'occurrence, Nitti, les Cincinnati Bengals montent dans ce premier tour de la draft pour récupérer, j'ai la contrepartie sous les yeux, donc ils récupèrent le 21e choix des Chargers et en échange, ils offrent donc leur 28e choix initial, un deuxième et un quatrième tour de cette année pour aller chercher qui? Alors Cincinnati, il manque pas grand-chose pour toucher le Graal, on va dire. Tout le monde pense que on va prendre une soupape de sécurité avec un tie-in de qualité pour donner une nouvelle cible à Joe Burrow et ça ferait une attaque de malade du côté de Cincinnati. Mais non, je vais prendre le meilleur joueur disponible, en tout cas pour moi, à mon sens. Ils ont perdu Jesse Bates récemment du côté de Cincinnati. Je vais aller sur le meilleur défenseur disponible, à savoir Brian Branch du côté d'Alabama. Alex, c'est vrai qu'on le disait sur le chat, forcément, il y a ce besoin éventuellement d'avoir une nouvelle cible pour Joe Burrow. Nitti en parlait également. Mais c'est sûr que là, on est peut-être sur un des tout meilleurs joueurs disponibles sur un poste où on a perdu notamment Jesse Bates il n'y a pas si longtemps que ça. Tu as perdu Jesse Bates et Von Bell. Donc, Oui, Van tu Bell. perds ton attelage Oui, de safety. qui était Ouais. plus polyvalent encore Voilà. que Jesse Ouais, en Bates sur plus. l'intérieur. Donc, tu perds ton attelage de safety. C'est vrai que tu as sélectionné Daxton Hill l'année passée, au premier tour, en fin de premier tour, mais un talent comme Brian Branch, ça se manque pas. Je pense qu'effectivement, au niveau défensif, c'est solide, c'est sérieux, donc il faut continuer dans cette logique-là avec Brian Branch, c'est exactement ça. Bien sûr, un tight end style Mayer ou Kincaid rajouté dans cette squad offensive, ça donnerait le tournis, mais la classe est suffisamment profonde pour attendre leur choix suivant. Donc, pourquoi se précipiter sur... Parce que la cible de sécurité, la soupape de sécurité, c'est Ja'Marr Chase, c'est T. Voilà, c'est Higgins. ça. Pas C'est besoin vrai. d'en rajouter une autre. Après, c'est du bonus, quoi. Donc, voilà. Et puis après, Round qui nous dit sur le chat, ça veut dire attendre le troisième tour pour un tight end. Je crois, pour révéler un secret en off, que c'était plus ou moins ta stratégie initiale en montant dans ce premier tour. Voilà, c'est ça. Mais il manque vraiment pas grand-chose. Et c'est peut-être pas en attaque finalement qu'il manque quelque chose. Cincinnati vont affronter dans leur conférence des équipes comme Kansas City ou maintenant les Jets, hein, maintenant qu'ils ont peut-être une attaque de feu. Mais le but, c'est de battre Kansas City et leur quarterback de malade. Donc, voilà, pourquoi pas un défenseur qui sait lire les jeux, qui pourrait donner le tournis aux joueurs offensifs. Voilà, c'est comme ça que je voyais la logique pour que les Bengals aillent chercher le Graal. On reste dans la FC Nord pour la sélection suivante avec les Baltimore Ravens qui sont sur l'horloge. Alex, quelle sélection on prend du côté de Baltimore au milieu du tumulte, on dira, offensif, notamment par rapport à Lamar Jackson? Écoute, il y a une aubaine là qui s'est présentée à moi, un joueur que j'apprécie particulièrement, un potentiel assez exceptionnel, qui peut jouer à deux positions selon moi dans un schéma qui correspond parfaitement à celui employé par les Ravens. C'est un vrai besoin pour les Ravens, outre le poste de receveur. C'est donc Luka Van Ness, le edge slash defensive lineman pour moi, parce que je le vois jouer aussi bien en defensive end 34 qu'en outside linebacker. Et je pense qu'avec Arbo, ça peut être vraiment hyper violent, même si il a peu d'expérience, ça reste un petit pari et qu'il va avoir besoin d'un peu de temps parce qu'il est très brut. Euh, Là, les Ravens en 22, c'est lui qui prenne. Je vois pas comment dans cette configuration-là ils peuvent aller ailleurs. Niti, d'accord là-dessus? Ouais, je suis totalement d'accord sur le besoin, d'autant plus que depuis le départ de Matt Judon, il n'y a pas vraiment quelqu'un pour prendre la relève. Alors, ils ont sélectionné David Ojabo récemment, l'an dernier, mais ce dernier s'est fait une rupture du tendon d'Achille et donc il n'a pas trop joué l'an dernier, voire même pas du tout. Je m'en souviens plus. Mais en tout cas, avec David Ojabo et Lucas Van Ness, ça pourrait être un duo plutôt intéressant et alléchant. Tout à fait. Je vois que. Alors, ça réagissait surtout sur la ressemblance entre Alex et Aaron Rodgers sur le.
Pourquoi pas? Et on remet le couteau dans Bon, la allez. place, c'est pas rigolo. Et Grid Hacham également qui dit j'aurais bien aimé avoir Van Ness aux Saints. Donc voilà. Après, c'est vrai que là, pour le coup, on va le dire, c'est la fin du bashing du coup, Van Ness. Hein, 22e, voilà, c'est Ouais. 29, ce serait clairement une aubaine pour les Saints s'il reste en tout cas à cette position-là. 23e choix, Niti, c'est de nouveau à toi avec la sélection des Minnesota Vikings. Alors, je crois qu'on avait dans l'espoir initialement du côté de Minnesota de monter au premier tour. C'était peut-être un peu trop cher, ou en tout cas pour aller chercher le joueur qu'on voulait. Du coup, qui on récupère avec ce 23e choix? Ouais, surtout, on va raconter un peu les coulisses qu'on a préparé ça avant le trade pour d'Aaron Rodgers. Et malheureusement, le trade-up des Vikings a été refusé au dernier moment. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Il faut que je fasse une lettre à la commission. Bon, bref. Tant pis. Je reste donc en 23 avec Minnesota. Donc, je pense que vous l'avez deviné que si je montais, c'était pour un receveur. Le receveur a été pris à Green Bay. Tant pis. Donc, je prends un autre receveur qui est à la bonne position, en position 23. C'est Jordan Addison, le receveur de USC. Ouais, deuxième receveur du coup sélectionné après Jackson Smith et Njigba. Ça fait sens pour toi, Alex, pardon, cette sélection d'Addison du côté de Minneapolis? Bah oui, ils ont perdu Adam Thielen, donc ils ont besoin d'un receveur. Le voir arriver en 23, c'est un bon moment pour le prendre. Il pourrait même être pris un peu avant selon moi, mais c'est pour Minnesota, ça me paraît être vraiment une bonne opportunité. Tu trouves un duo quand même qui aurait une fière, très 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 fière allure avec Addison et Jefferson, donc validé. Et ben, on va pouvoir passer du coup au 24e choix des Jacksonville Jaguars. Et c'est moi qui m'y colle. Et je vais rester fidèle hein, à un pronostic que j'ai fait dans une pastille qui n'est pas si lointaine que ça, parce qu'avec le 24e choix, je sélectionne Darnell Wright, tackle de Tennessee, dans la même logique de ce que je disais. A priori, ils ont leur tackle gauche. Leur tackle droit, c'est moins évident depuis notamment le départ de Jawan Taylor du côté de Kansas City. Ça en fait un jeu à Walker Little qui peut être notamment une bonne solution pour assurer de la profondeur si besoin est. En attendant, j'ai peut-être besoin d'un joueur qui me rassure, notamment sur le long terme. Et Darnell Wright peut être celui-ci pour apporter vraiment toute sa puissance, toute son agressivité sur la ligne offensive et rendre vraiment Jacksonville totalement dominateur dans les tranchées. Donc voilà, ça me paraît important pour continuer de protéger efficacement Trevor Lawrence, notamment pour les mois et les années à venir. Bah tiens, Alex, ton avis là-dessus? Oui, je te rejoins sur la pertinence de partir sur un tackle. Il faut continuer à protéger Trevor Lawrence. Ouais. Très bien. Niti, je te donne la parole avant qu'on enchaîne sur ton choix des Giants. Sur Darnell Wright, c'est un très bon joueur qui jouera probablement tackle droit pour protéger Trevor Lawrence puisque c'est sa spécialité. Après, il y a eu d'autres besoins. Il y avait peut-être cornerback ou pass rusher pour pouvoir aider Josh Allen. Mais clairement, c'est un autre besoin qui a adressé. C'est un bon joueur pour Jacksonville. Très bien, on passe à la sélection des Giants. Du coup, tu t'y colles. Exactement. Selon les rumeurs des insiders TDA, ça a beaucoup hésité entre deux receveurs du côté de New York. Lequel a finalement eu tes préférences? Voilà, exactement. Donc, j'ai le choix. Je suis sur un plateau, effectivement. Et le besoin, c'est receveur. Clairement, on a le choix entre un receveur qui va très vite et qui a une bonne qualité de séparation et des mains assez sûres, et un joueur qui est grand, qui est un receveur de possession et qui est capable de faire des yards après réception, même s'il est, on va dire, assez moyen en réception contestée. Donc, je privilégie la taille, même si Darren Waller vient d'arriver, il faut une autre un autre joueur de grande taille au poste de receveur, sachant qu'on a déjà en fait un receveur à séparation, c'est celui drafté l'an dernier, c'est Wandale Robinson. Donc, je prends Quentin Johnston, le receveur de TCU. Très bien. Alex, là, très clairement, c'est le goût et les couleurs. Après, c'est deux joueurs qui peuvent apporter de la vitesse, c'est deux profils assez différents. De toute façon, on reproche beaucoup à Johnston de ne pas avoir
cette aptitude, on dira, ce côté tranchant dans les airs, ce ne sera pas forcément le jeu de Zay Flowers non plus. Hein. Ça, c'est sûr. Mais forcément, maintenant, je pense qu'il peut progresser d'une part, mais surtout, moi, je suis assez partisan des escouades de receveurs complémentaires. Aujourd'hui, tu as Vandal Robinson, qui est, Nitti l'a dit, le joueur qui est là pour faire la séparation, la vitesse, etc. Donc, tu as besoin de taille. Cette taille, ça fait longtemps qu'ils l'ont plus aux Giants. Alors oui, il y avait Kenny Golladay, mais Kenny Golladay, il a joué 2 snaps peut-être en 3 ans. Enfin, je schématise. Donc, ils ont Ouais. besoin de cette taille. Et Waller, c'est bien, mais Waller, je suis un peu inquiet quand même sur son état de santé sur le moyen terme. Je suis pas, voilà, c'est pas forcément très, très rassurant. Donc, pour moi, Johnston, c'est le profil qu'il faut. Ouais. Je vois qu'on nous dit Flowers ou Johnston, on taquine un peu sur le chat en disant c'est des receveurs de deuxième tour. Je vous le dis très franchement, il n'y aura pas deux receveurs au premier tour cette année. Hein. Je pense que on peut prendre des paris si vous voulez, mais ça reste une position prime. Donc, si vous pouvez me citer d'autres noms qui seront sélectionnés au premier tour, je suis preneur. On enchaîne du coup avec la sélection des Dallas Cowboys. Je m'en charge et on va sélectionner du côté de Dallas puisqu'on a le joueur qui nous intéresse. Et on est parti du côté de Mazie Smith, defensive tackle de Michigan. Alors certes, il y a des besoins en attaque. Alors il y aurait pu y avoir le besoin du poste de running back, mais je pense qu'il peut être consolidé d'une autre manière, ou en tout cas un petit peu plus loin dans cette draft. Certes, il y a un besoin de garde, par exemple, mais là encore, je ne vois pas forcément dans cette fin de premier tour sur cette position-là. On va nous dire, il y a encore des tight ends, mais j'avais déjà pris cet exemple-là, mais c'est vrai que Mike McCarthy n'a jamais eu l'habitude, la réputation, je crois que tu es bien placé pour le savoir, Alex, de drafter des tight ends au premier tour. Donc peut-être qu'on va attendre un petit peu plus loin pour le faire de la part de Dallas. Donc du coup, on reste en défense pour renforcer malgré tout un secteur qui en a besoin et pour continuer de rendre cette défense encore plus impressionnante avec celui qui apparaît sans doute comme le nose tackle le plus mobile et le plus athlétique du plateau pour être totalement complémentaire d'un Osa Odigizua, notamment sur l'intérieur, qui a montré des bonnes choses la saison dernière. Donc deux profils assez différents, mais qui sont capables d'être hyper intéressants d'un point de vue pénétration et qui sont capables aussi tout simplement de libérer des brèches aux autres pass rushers, notamment bien entendu Micah Parsons. Donc voilà, pour moi du côté de Dallas, Mazie Smith, ça apparaît comme une évidence, même si en effet il y a potentiellement d'autres besoins, notamment offensifs. Liti, ton avis sur cette sélection de Mazie Smith? Est-ce que tu aurais privilégié autre chose si tu avais sélectionné pour Dallas? Probablement un tie-in, mais l'argument peut s'entendre avec le coach qui est en place, Mike McCarthy, qui n'a jamais drafté en premier tour un tie-in. Peut-être aussi le poste de running back, mais bon, le meilleur running back disponible au premier tour est parti également. Donc oui, le poste de defensive tackle pour donner de la profondeur et de la complémentarité au Oguizua et créer des brèches pour DeMarcus Lawrence et Micah Parsons, ça peut être très intéressant. Alex, je vais te laisser la main à présent pour la sélection des Buffalo Bills avec le 27e choix. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur cette sélection de Buffalo. Qu'est-ce que tu as privilégié de ton côté? Alors, j'ai pas mal hésité parce qu'il y a beaucoup de possibilités malgré tout. C'est une équipe très complète, mais il y a des besoins. J'ai changé mon fusil d'épaule par rapport à la mock écrite que j'ai faite en début de semaine et je suis parti sur un tout autre poste. L'occasion faisant le larron, je suis parti sur un tight end slash receveur, Dalton Kincaid. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà Dawson Knox, mais je pense enfin, on sait que Josh Allen a besoin de diversifier ses cibles. Et je pense que Dalton Kincaid, c'est au-delà d'un tight end, aussi un receveur qui va pouvoir faire énormément de bien au jeu aérien et à Josh Allen. Donc ça permet de pouvoir aligner aussi 2 tight ends de qualité en gardant Knox sur le terrain et voilà d'apporter de la diversité avec un Davis qui va jouer dans la profondeur, un Diggs qui va jouer sur les tracés et un Kincaid qui va jouer sur des qualités d'un tight end receveur comme on connaît avec un Kelsey par exemple. Donc voilà, je pense que il pourrait partir sur d'autres directions bien sûr, mais c'est une opportunité qui peut être intéressante à ce spot-là. Voilà, même si un tight end au premier tour, j'ai jamais été un fan absolu. Là, c'est au-delà d'un tight end, c'est une cible. J'en profite pour remercier Marie P. 1212 pour son 12e mois d'abonnement à la chaîne. Donc, merci beaucoup. Au passage, Unity, en effet, on vous demandait un système à deux tight ends. En tout cas, ça permettrait en effet de dépoussiérer un petit peu ce système offensif
qui peut peut-être du coup rendre un peu Josh Allen unidimensionnel. Bah exactement, c'est l'attaque des Bills peut gagner en variété avec la sélection de Dalton Kincaid, sachant qu'en plus que Stephen Diggs monopolise l'attaque avec peut-être Gabriel Davis, et certains me disaient peut-être prendre Zay Flowers parce que voilà, ça te donnerait plus de complémentarité par rapport à Gabriel Davis à Stephen Diggs. Je suis pas totalement d'accord parce que là on a une cible de qualité, une cible qui a prouvé à Utah et qui a des mains sûres. Parce que Dawson Knox, est-ce qu'il a vraiment le profil d'un taille numéro un? Ça, c'est pas sûr, finalement. Très bien, on va enchaîner du coup sur la sélection suivante. Alex, je te rends la main, hein, tu vas être très actif dans cette fin de premier tour. Je pense qu'il faut spolier tout de suite. Puisqu'en l'occurrence, tu récupères le 28e choix donc des Chargers qui ont tradé leur 21e pick aux Cincinnati Bengals tout à l'heure pour la sélection de Brian Branch dans l'Ohio. Quelle direction on prend désormais pour les Chargers? Il faut nourrir le bras de Justin Herbert. Voilà, c'est la principale, je pense, priorité des Chargers. Et encore plus dans la configuration dont se déroule notre sélection. Donc, je pars avec Zay Flowers, le receveur de Boston College, qui pour moi apporte quelque chose qui n'existe pas vraiment du côté des Chargers. C'est cette capacité à pouvoir avaler les espaces. Alors certes, Keenan Allen est un très bon route runner et sait faire la séparation. Mike Williams, c'est un receveur de possession qui peut aussi jouer dans la profondeur, mais justement, il leur manque ce joueur électrique qui était d'une certaine manière DeAndre Carter, mais à un niveau certainement moindre. Donc, je pense que c'est vers là qu'il faut partir. Il y aurait pu avoir discussion si un joueur comme Brian Branch était toujours disponible, par exemple, ou un pass rusher que j'aurais pu avoir en haute estime. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est de la même manière qu'il manque une cible à Josh Allen, il manque une cible à Justin Herbert pour vraiment libérer son plein potentiel. Niti, on nous disait Myers, ça aurait été bien. T'aurais hésité entre ces deux joueurs à titre personnel? Ah, on t'entend plus, Niti. Moi, en tout cas, je t'entends pas. Pardon. Je disais, ouais, très bon choix, Zay Flowers tout de même, puisque, ok, Michael Mayer ferait sens, puisque malgré Gerard Everett, il manque peut-être une soupape de sécurité, on va dire, safe du côté des Chargers. Mais il faut donner de la complémentarité au bras de Justin Herbert, comme disait Alex, et il n'y a pas ce profil-là, finalement, du côté des Chargers. Alors, ok, DeAndre Carter, voire même Josh Palmer, mais non, il n'y a pas ce profil de cible profondeur, ce Casey Flowers. Donc, clairement, bon choix. Ouais, ils ont même laissé partir, je crois, DeAndre Carter, je sais Ouais. plus où, mais oui, il me semble Ah même oui, il qu'il est y a eu plutôt parti. un Si, il est intersaison. parti. C'est ça qu'il est parti en plus. Alex, t'as décidé de voler la vedette, hein, donc je te rends la parole. Les Saints sont sur l'horloge. Mon Dieu, quelle horreur. Ça, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Allez, c'est fait. Euh, les Saints, donc, qui, grâce à Sean Payton, récupèrent de manière presque inespérée un premier tour de draft, donc le 29e, pour sélectionner qui, concrètement? Pour moi, le besoin le plus important pour les Saints, c'est de renforcer leur ligne défensive. Il y a eu énormément de départs pendant l'intersaison, que ça soit à l'extérieur de la ligne ou à l'intérieur de la ligne. Et là, j'ai une opportunité qui se présente avec un joueur à très gros potentiel, qui a besoin de confirmer, mais qui quand même, que moi, je pense savoir de quoi réussir. C'est donc Brian Bresee, le defensive lineman de Clemson. Ça répond aux besoins, ça consolide une défense sur les tranchées. On sait qu'au Saints, ça aime bien les tranchées. Certes, on peut continuer à entourer Derek Carr, mais je pense qu'il est déjà pas si mal équipé et on n'a pas besoin de mettre un premier tour pour lui apporter des munitions ou de la protection supplémentaire. T'as hésité avec Ali Jackson, parce que je pense qu'on va forcément nous poser la question sur le chat. Non. D'accord, très bien. C'était Brian Bresee, Von Temac all the way, comme on dit. Niti, d'accord sur cette sélection de Brian Bresee? Ah, moi, je suis un grand fan de Brian Bresee. Hein. Je l'ai toujours dit depuis même le début de la saison dernière. C'est un joueur qui a eu des soucis, ok, très bien, mais ça va être un super joueur en NFL. Il se débarrasse de tous ses soucis extrasportifs et blessures. Là, New Orleans a un style. C'est sûr. On passe au 30e choix à présent avec une sélection
qui devait être réalisé par mes soins, par les Philadelphia Eagles. Mais nous avons un trade, messieurs, avec une équipe qui n'était pas prévue au premier tour. Et oui, les Los Angeles Rams s'invitent au premier tour de cette draft pour aller récupérer cette 30e sélection. Les Rams qui sont gérés lors de cette mock draft par Nitti. Encore lui. Hein. Il n'y a que moi qui fais des trade-up. Moi, j'aime bien. Je suis agressif. On dit agressif. C'est le mot d'ordre quand on fait la draft. Ouais. Tenez-vous-le pour dit. Le Kevin Costner de ce podcast, c'est Nitti. Voilà. Voilà. Je suis flatté. Oh là là. He's back. Back. Voilà. J'arrive à le dire avec mon anglais à peu près approximatif. Donc, les Rams, avec cette contrepartie, récupèrent le 30e choix des Eagles. En contrepartie, Philadelphie récupère le 36e choix donc des Rams en tout début de deuxième tour, un 5e tour de cette QV 2023 et un 3e tour de la draft 2024. Donc, pour continuer de préparer un petit peu l'avenir. Avec qui on prépare cet avenir du côté des Rams où ça a été morne pleine durant la free agency. Sur quoi on reconstruit durablement du côté de LA? Alors, avant de faire la sélection, figure-toi que ça fait depuis 2016, si jamais les Rams montent au premier tour lors du direct, 2016 que les Rams n'ont pas sélectionné au premier tour. Et la dernière sélection qu'ils ont fait au premier tour, ce n'est pas moins que Jared Goff, donc le quarterback des Lions aujourd'hui. Voilà, donc les Rams qui montent au premier tour. Si jeudi ça se passe, alors là, champagne, hein, clairement. Avec ce choix, il y a beaucoup de besoins, comme tu l'as dit, Greg. Besoins en poste de pass rusher, des besoins en poste même de receveur, même un poste de la ligne offensive aussi, surtout. Il faut reconstruire. Donc, je vais plutôt aller vers un playmaker pour remplacer Jalen Ramsey pour ce premier choix des Rams de Los Angeles. Je vais avec Kelee Ringo, le cornerback de Georgia. Très bien. Alex, alors je vais révéler quelque chose. Moi, j'avoue que j'hésitais un peu entre un edge et un corner. J'aurais peut-être privilégié un edge de mon côté. Quel est ton avis là-dessus, Alex? Kelee Ringo, premier tour, vaste débat pour moi. Je sais pas si en plus avec un trade-up, ça m'embête. Ça m'embête un peu. Je serais peut-être monté pour étoffer le front seven, enfin en tout cas la ligne défensive. Mais bon, alors après, effectivement, j'avais Will McDonald effectivement dans mes choix possibles, mais le problème c'est que là il faut peut-être commencer par un playmaker, après avec un troisième tour, pourquoi pas justement prendre un edge rusher talentueux qui peut être un vrai style à ce moment-là. Ouais, en tout cas, pour cette sélection des Rams avec Kelee Ringo, moi personnellement, hein, je le dis ouvertement, c'est mon meilleur corner restant dans ce plateau. Très clairement, après, c'est sûr que c'est plus une question de besoin. Et je pense que voilà, le poste de edge a été assez dépeuplé. Le poste de cornerback aussi, hein, parce qu'aux dernières nouvelles, encore une fois, il me semble que les deux principaux corners, c'est Kobe Durant et Darion Kendrick, sont tous les deux des joueurs de deuxième année. Donc, vends-moi du rêve du côté des Rams. Le 31e choix, Alex, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu faire une sélection. Tu vas me donner le choix des Kansas City Chiefs. Qui, les champions en titre, sélectionnent-ils? eh ben, vous venez de le citer, enfin, Nitti vient de le citer. Je pars avec Will McDonald, le edge de Iowa State, qui pour moi est pas loin d'être le meilleur joueur disponible. Et en tout cas, il coche un besoin toujours présent du côté des Chiefs, hein, parce qu'on rappelle qu'ils ont pris Karlaftis l'année dernière en fin de premier tour également, qui est un edge rusher. Ils ont coupé Frank Clark. Mine de rien, ils ont beaucoup rajeuni leur défense à tout un tas de postes. Le deuxième rideau, moi, me fait rêver, j'ai pas peur des mots. Ils ont pris du McDuffie sur le secondary, donc Karlaftis sur le premier rideau, et je me dis qu'avec McDonald, alors certes qu'il n'est pas finalement si jeune que ça, parce il va avoir 24 ans, il continue cette mutation qui rend leur équipe particulièrement intimidante, je trouve, parce que voilà, McDonald va vraiment apporter, je pense, un énorme plus dans cette équipe. Et on se retrouve avec une équipe qui est dirigée par Mahomes d'un côté du ballon et avec Kelsey, et de l'autre côté du ballon avec une défense qui est jeune et bourrée de playmakers. Oui, je crois que c'est globalement validé sur le chat. Par tes soins également, Niti, j'imagine.
Ah, carrément. Donc, Will McDonald est le meilleur joueur disponible à ce poste-là. Et en plus, il donnera de la complémentarité par rapport à Karlaftis, comme disait Alex. Will McDonald, c'est vrai, c'est la fluidité et Karlaftis, c'est la puissance. Et en plus, tu rajoutes à l'intérieur Chris Jones. Ça peut être très intriguant, d'autant plus que la secondary et la ligne de linebacker est de qualité du côté des Chiefs. Honnêtement, ils prennent Will McDonald. Je pense que déjà, pour moi, la draft des Chiefs, elle est réussie. Alors, vous vous en doutez, c'était déjà le cas hier, hein. Les blagues commencent à fuser sur l'enseigne de Burger, bien entendu, pour rendre hommage à ce lineman défensif supposément drafté par les Kansas City Chiefs. Un Ça, récapitulatif? Oui, vas-y. ça va faire plaisir à Andy Reid. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Là, on se demande comment il a eu l'idée de son pic. On se termine donc avec la troisième partie de cette draft, un récapitulatif très rapidement. Brian Branch, sélectionné en 21 par les Cincinnati Bengals dans le cadre d'un échange. En 22, les Baltimore Ravens sélectionnent Lucas Van Ness. En 23, les Minnesota Vikings récupèrent Jordan Addison. Darnell Wright, tackle, sélectionné par les Jacksonville Jaguars en 24. En 25, les Giants sélectionnent Quentin Johnston. En 26, Maisie Smith est sélectionné par les Dallas Cowboys. On a également Dalton Kincaid, le tight end, en 27 chez les Buffalo Bills. Zay Flowers, le receveur, en 28 chez les Los Angeles Chargers. En numéro 29, les New Orleans Saints sélectionnent Brian Bresee. En 30, les Los Angeles Rams montent au premier tour pour récupérer Kelly et Ringo. Et puis en 31, les Kansas City Chiefs sélectionnent Will McDonald, Edge d'Iowa State. On termine juste cette partie, messieurs, avec les 4 équipes. Du coup, alors, il y en avait 5 initialement, mais comme les Rams sont montés au premier tour, on va juste dresser la liste des 4 dernières équipes susceptibles de faire des choix au deuxième et au troisième tour. Je vais commencer notamment avec la sélection des Miami Dolphins, hein, qui sélectionnent en 52e choix. C'était mon souhait, notamment lors d'une pastille qu'on avait enregistrée il y a quelques semaines de ça, avec le fait que Michael Mayer soit susceptible d'être du coup sélectionné en tout début de deuxième tour. Je continue de me dire qu'il va potentiellement y avoir des tight ends disponibles et je reste sur la possibilité de voir un Luke Musgrave, le tight end d'Oregon State sélectionné par Miami. Je pense qu'il s'incorporerait extrêmement bien dans ce groupe-là. Certes, ce n'est pas le meilleur bloqueur, mais en tout cas, il aurait cette capacité à apporter encore plus de verticalité à l'attaque de Miami. Donc, ça me paraît quelque chose d'assez important pour vraiment réussir à remplacer à long terme, on l'espère en tout cas de par ses nombreux problèmes de blessure, Mike Gesicki parti pendant l'intersaison du côté de New England. Voilà. Alex, je ne sais pas si tu as un avis sur cette élection de Musgrave. Bah, je pense que ça fait partie des besoins de Miami. Donc, Musgrave 51, c'est à peu près son rang, si on prend en compte son historique. Donc, pour moi, ça serait un solide pick. En 67, désormais, on avance. On est déjà au début du troisième tour. Vous voyez qu'il y a des équipes qui n'ont ni de premier ni de deuxième, hein. En l'occurrence, il y en a trois. Les Denver Broncos, donc, qui sélectionnent en 67. Niti, je te rends la parole pour sélectionner qui du côté de Sean Payton pour son premier choix du coup de draft à la tête de la franchise du Colorado. Ouais, j'avais hésité notamment sur la position. Je pensais plus edge rusher, mais bon, j'ai pas été inspiré sur ce poste-là, donc je vais aller plutôt vers un safety donc, du côté de Denver, puisque à côté de Justin Simmons, bon, il y a peut-être Nick Scott qui vient d'arriver, mais il y a pas grand-chose, j'ai envie de dire. Donc il faut prendre peut-être un autre leader du côté de Denver, et ça va faire peut-être plaisir à Patrick Surtain de Second. Donc c'est Jordan Battle, le safety d'Alabama. Oui, qui en plus apporte peut-être un peu plus de polyvalence qu'un Caden Stearns, par exemple, sur l'intérieur du Mm. secondary, Alex. Tu disais, alors je révèle quelque chose, tu disais en off que Denver est rarement content s'il ne sélectionne pas 3 ou 4 safety dans la même draft. Ouais, c'est Donc vrai, là, au hein. moins, le vœu est exaucé. J'ai l'impression qu'ils peuvent pas, enfin, c'est systématique, ils peuvent pas s'en passer. Donc, oui, c'est cohérent, hein. Voilà. C'est cohérent. Comme on dit dans la langue de Shakespeare, safety first, hein, c'est important, hein. Exactement. Voilà. Bon, en tout cas, Battle, tu es globalement d'accord avec ce choix, a priori. Il y a des incertitudes sur le joueur en tant que tel. Par contre, sur son rôle, là, comme vient de le décrire Nitti, oui, ça, c'est logique. On passe au choix des Cleveland Browns, le 74e désormais, puisqu'on rappelle que le premier a été envoyé pour Deshaun Watson, le deuxième a été envoyé pour Elijah Moore. Et seront privilégiés du coup la défense, Alex, pour ce 74e choix, sachant qu'on a balancé les 2 premiers tours pour la partie offensive du ballon.
Et oui, il faut absolument, je pense, renforcer la ligne défensive et les extérieurs, parce que Miles Garrett, mine de rien, est quand même bien seul, je trouve. Jadevon Clooney n'a jamais vraiment brillé aux Browns, et puis il n'a pas été re-signé. Ça a signé par contre Tomlinson sur l'intérieur de la ligne, qui est un bon defensive tackle, et je pense donc qu'il faut aller chercher sur les extérieurs pour soulager aussi un peu le travail du secondary. Et je pense que dans ces eaux-là, on peut se trouver un joueur que j'aime bien, qui est Derrick Hall, donc le edge de Auburn. Peut-être qu'il faudra aller monter un petit peu et dépenser un petit peu de capital de fonds de draft pour remonter vers le tout début du troisième tour. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est un joueur qui peut être vraiment, en plus, j'allais dire pas dans l'ombre, mais coaché, enfin entraîné par un Miles Garrett, peut vraiment progresser parce que je pense qu'il a vraiment un potentiel intéressant. Ouais, Silver 3 qui était d'accord moins sur la position, qui nous dit edge perso pour les Browns. Donc oui, ça consolide globalement un besoin de team. Bah clairement, comme l'a dit Alex, hein, l'expérience d'Jadevon Clooney a tourné au fiasco, donc il faut prendre quelqu'un pour donner du complément à Miles Garrett. Derek Hall a fait une très bonne saison à Auburn, surtout dans une équipe d'Auburn qui a clairement manqué de régularité, mais lui pas tellement. Donc c'est un bon joueur et qui va être probablement un solide titulaire en NFL. Et ben, on va pouvoir terminer avec le dernier choix, celui des San Francisco 49ers, le 99e, puisque sauf erreur de ma part, les Niners doivent sélectionner en 99, 101 et 102, je crois quelque chose comme ça au jeu C'est ça. des pics compensatoires. Donc là, en l'occurrence, ils peuvent prendre pas mal de directions avec sur le papier une fin de troisième tour. Le joueur que j'ai privilégié, c'est un potentiel tackle droit, à savoir Tyler Steen d'Alabama. Je le disais notamment avant-hier, ça peut être avec un Carter Warren, par exemple, un joueur dont on ne parle pas beaucoup, mais qui peut éventuellement être un joueur rapidement titulaire. Et du côté de San Francisco, pardon, je trouve que ça colle beaucoup. Il a cette mobilité qui peut être très intéressante sur le jeu au sol. C'est d'ailleurs pour ça que pour beaucoup, il est catalogué comme un garde, mais ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel je suis d'accord à 100%. Et il a ce côté extrêmement agressif qui vraiment pourrait totalement s'incorporer dans l'attaque en zone des Niners. Donc voilà, sur une ligne qui a été un petit peu dépeuplée, qui va peut-être avoir besoin d'aide après le départ notamment de Mike McGlinchey du côté de Denver. Renforcer un petit peu, on dirait, la bataille sur le poste de tackle droit avec ce troisième tour issu d'Alabama, c'est pas forcément déconnant à mon sens. Alex, un avis sur cette sélection de Tyler Steen du côté de San Francisco? Bah écoute, oui, je pense que le poste de tackle droit, il va être à considérer relativement tôt, et, enfin tôt, si on peut dire par rapport à leur choix, mais avec un de ces trois choix, 99, 101, 102, tackle droit, c'est avec corner, c'est vraiment un besoin, je pense qu'il va falloir prioriser. Ouais, j'ai Chabaloutre qui nous dit sur le chat, c'est pas un peu haut, fin de troisième tour. Je suis pas sûr. À mon avis, Non. Tyler Non, Steen, pas du tout. ça peut limite monter, même limite début troisième, hein. Il y a une cote qui est quand même assez intéressante malgré tout. Non, c'est un joueur très solide, Tyler Steen, qui a une bonne expérience universitaire et qui a fait une bonne saison à Alabama. Donc, il y a certains qui pouvaient peut-être avoir Matthew Bergeron, le joueur de Syracuse, peut-être à ce moment-là, mais non, Tyler Ça peut, Steen, c'est... ça peut coller aussi, hein, Hmm, totalement. Mais c'est vrai que hmm. je voyais Bergeron un tout petit peu plus haut en l'occurrence que Steen, déjà parti. Ouais, C'est pour ça que clairement. je suis parti Oui. sur le tackle de Hmm. Bama. Mais Bergeron, ça fitterait également largement à l'attaque de San Francisco. On nous dit, est-ce que Blake Freeland peut également partir dans ces eaux-là? Je le vois aussi un petit peu au-dessus, hein. Pour moi, Ah, il est c'est au-dessus. peut-être. Fin deuxième Hmm, tour, début Ouais, troisième. oui, hmm. oui, oui. J'aurais dit milieu, fin de deuxième tour, donc Ouais. on n'est pas si loin l'un de l'autre, en l'occurrence, par rapport à ça. Voilà en tout cas nos sélections pour cet ultime mock draft du site avec échange. Encore une fois, je le répète, on n'a pas dans l'idée que ce seront forcément des choix. On sait qu'on va se tromper, encore une fois, mais c'est pas très grave. C'est aussi pour partager un petit peu nos ressentis, les besoins très concrètement des équipes. Donc voilà. Je vois quand même que globalement on était d'accord sur le chat, hein. Pas sur tous les choix, bien entendu. Mais bon, on s'étonnerait si c'était le Bah, cas. Mais voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Niti, avant qu'on se quitte? ah bah, de toute façon, demain, on sait tous qu'on va halluciner sur les deux tiers des choix des équipes au premier tour. Donc, C'est sûr. ça Si va vous êtes être... étonné par ce qu'on a fait ce soir, Ouais. restez assis au moment de regarder la draft demain, hein, parce Exactement. que Voilà. vu la classe très homogène qu'on a sur certaines positions, je pense qu'il y a des joueurs, vous allez vous dire, tiens.
il est descendu aussi bas. C'est pas non plus quelque chose Jalin Hayat dans le de top très 10, farfelu. je pense qu'on n'est pas prêt. Voilà. Ou, tu vois, qui sera le nouveau Cole Strange du premier tour? Voilà. Qui sait? Cody Moke Ouais, peut-être? À tout à voir. fait. Et on Ah, ça, rappelle, je l'ai prédit, hein, moi. Ça, j'en suis Ah, sûr. c'est vrai. C'est vrai ça. C'est vrai. Cody Moke Ouais. où? Moi, je l'avais prévu aux Bills, mais ouais, Ah fin de oui. premier tour, je le Moi, vois, fin de premier tour. moi j'avais mis Steve Hmm. Avila, hein. Ouais, je me Moi, souviens. je continue de penser qu'il peut atterrir fin de premier tour au Bills. Mais oui, oui. Et puis on rappelle, un C'est gros, ça. gros Scott, vous penserez à nous. Hein, vous l'aurez entendu ici en premier, comme on dit. Dernier Exactement. Washington en 13. Hein. On garde ça, Alex. Hein. C'est dans Et je la suis boîte. persuadé ils vont le prendre, les Packers, à un Ouais, non, moment. mais si c'est ça, Nitin, tu sais que tu vas finir la nuit tout seul hein, sur le site. Hein. Moi, j'irai me coucher direct. Alors, n'hésitez pas, hein. Faites la capture sur Twitch après la draft. C'est quand même mieux, hein, comme ça au moins, voilà. Ce sera plus crédible pour nous. Voilà, vous faites la capture d'écran. Voilà. Dernier Washington en 13 aux Packers. Voilà, vous l'aurez entendu ici en premier. Merci en C'est tout cas, ça. messieurs, pour cette ultime mock draft dans la bonne humeur. Merci Nitinia. Merci Alex. Merci Camille, bien entendu, à la technique. J'espère en tout cas vous avoir, messieurs, avec nous demain. Bon, Camille voilà, sera avec nous, mais en tout cas, ce sera sympa éventuellement d'avoir Nitti après le choix des Giants et Alex après le choix des Packers. S'ils sélectionnent au premier, hein, on n'est pas à l'abri d'un trade down encore Ah ouais, c'est vrai ça. farfelu. Mais voilà, on a hâte de vous avoir avec nous. Juste un petit rappel pour le programme, parce qu'en effet, la draft en elle-même commence demain, dans la nuit de jeudi à vendredi, donc à 2 heures du matin. Par contre, le dispositif draft sur Touchdown Actu commence plus tôt, puisqu'on aura une émission de pré-draft avec notamment Victor aux commandes. On aura également Jean-Mi, puisque voilà, avec Victor et Jean-Michel, on ne change pas les bonnes habitudes. On animera notamment ensemble le premier tour au cours de la nuit prochaine. Mais du coup, on aura un pré-show, je vais y arriver, je vais retrouver mes mots. Une émission donc pré-draft aux alentours de minuit 15 à déterminer, mais ce sera sûrement aux alentours de ce créneau-là. Une petite heure et demie d'émission pour échanger justement autour de la draft, pour faire monter un petit peu la température à quelques minutes de l'événement. Donc voilà, n'hésitez pas à venir déjà nombreux. On n'attendait pas forcément 2 heures du matin, surtout qu'on sait qu'à 2 heures, voilà, ça blablate un petit peu. Donc on aura l'occasion, encore une fois, de pouvoir échanger un petit peu plus ensemble et on essaiera de vous donner la parole au maximum par le biais du chat. Donc soyez bien au rendez-vous à partir de minuit, ou en tout cas dans ces eaux-là, à partir de demain, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Un kick-off, tout à fait, c'est le mot que je cherchais. Merci, merci Jojo pour le terme qui m'échappait. Enfin, un terme français qu'on arrive à utiliser. Merci encore à tous, très bonne soirée en tout cas, et à demain dans la nuit donc de jeudi à vendredi pour enfin ce premier tour de la draft NFL 2023. Salut à tous. Salut. Salut.